Un homme monta sur sa moto à toute allure, le moteur grondant sous lui. La machine rugit et s'engouffra dans le tunnel, filant telle une flèche. Malgré la circulation dense, il slalomait entre les voitures à une vitesse vertigineuse. Son seul but, rattraper la voiture jaune qui le devançait. Conscient d'être pourchassé, le conducteur de la voiture accéléra soudainement, fonçant à vive allure, comme s'il voulait précipiter quelque chose d'inévitable. Sans retour possible, le motard serra les dents, évitant de justesse le mur du tunnel dans une course effrénée. Son regard froid dégageait une haine glaciale. De telles émotions n'apparaissent que lorsque quelqu'un est prêt à risquer sa vie pour entraîner son adversaire dans sa chute. C'est souvent à cet instant que la manipulation commence. Ce film, récemment sorti en Corée du Sud, est un véritable succès, avec Lee Trang-guk dans le rôle principal. Avant de se laisser emporter par ses tourmentes, Tae-dung était d'une douceur infinie. Il menait une vie tranquille, vivant de ses livraisons du matin au soir. Sa routine était bercée par sa vieille moto, des repas rapides et la responsabilité de subvenir aux besoins de sa petite famille réduite à deux. Un soir, alors qu'il discutait avec un collègue, une moto rouge apparut soudainement derrière lui à toute vitesse. Le passager de la voiture baissa sa vitre et arracha le sac de nourriture des mains de son collègue avant de le jeter sur la route, juste pour s'amuser. Les deux occupants étaient visiblement des enfants de riches gâtés qui trouvaient la brutalité divertissante. La colère monta en Tae-dung qui monta aussitôt dans sa voiture pour poursuivre la Porsche filante à toute allure. Bien que l'autre conducteur soit très imprudent, Tae-dung n'était pas moins habile et connaissait parfaitement le quartier. En un éclair, il monta sur le trottoir, dépassa la voiture rouge et lui coupa la route, forçant la Porsche à s'arrêter. Sous pression, le conducteur paniqué céda et paya l'amende. Tae-dung remit immédiatement l'argent à son collègue lésé. Après avoir achevé sa journée de travail, il effectua une dernière livraison. Il apporta un repas à son jeune frère qui venait de terminer ses cours d'informatique. Depuis le décès de leur mère, les deux frères ne pouvaient compter que l'un sur l'autre. Tae-dung supportait en silence toutes les difficultés pour permettre à son frère de se consacrer à ses études en vue d'un examen important. Il assurait qu'il pouvait gérer les difficultés seul tandis que Tae devait se concentrer sur son avenir. La vie de Tae-dung était simple et paisible jusqu'à ce que les manipulations bouleversent son existence. Après chaque livraison, il transportait silencieusement des sacs lourds dans le petit jardin derrière chez lui. Lui et sa petite amie Suji se préparaient en secret à ouvrir une boutique de plantes. Quelques amis proches venaient les aider, bavardant joyeusement tout en travaillant. À l'approche de l'inauguration, ils célébrèrent ensemble dans l'espoir que tout se passe bien. Pour financer ce projet, Tae-dung avait contracté un emprunt bancaire. Il travaillait donc jour et nuit comme livreur pour rembourser ses dettes, regrettant parfois de ne pas avoir attendu que Tae obtienne son diplôme pour commencer. Cependant, Suji voyait en cette insouciance ce qui rendait Tae-dung si attachant, un fonceur intrépide face aux incertitudes. Tard un soir, tandis qu'il s'apprêtait à raccompagner Suji, elle lui suggéra de rester dormir, mais il préféra rentrer chez lui. Le lendemain matin, il se leva tôt pour préparer le petit déjeuner pour Suji et sortir les poubelles avant de repartir aussitôt pour ses livraisons quotidiennes. Dans une auberge, Tae-dung déposa ses affaires près de la porte, prit une photo pour confirmation et partit en prenant l'escalier après avoir vu l'ascenseur se fermer. En descendant, il remarqua une plante en pot flétrissant au soleil et la déplaça à l'ombre, laissant un mot pour indiquer que cette variété ne supportait pas trop de lumière. Lors d'une autre livraison, il prit le temps d'aider une dame âgée à monter une pente raide avec une valise lourde. Les petits gestes de bonté semblaient être devenus une seconde nature chez Tae-dung. Un soir, alors qu'il dînait rapidement, il trouva un téléphone par terre. Lorsqu'il répondit, une jeune fille à l'autre bout de la ligne se présenta comme la propriétaire et lui demanda de lui rapporter l'appareil. Initialement, Tae-dung proposa de laisser le téléphone sur place pour qu'elle vienne le récupérer, mais elle expliqua qu'elle prenait soin de sa mère malade et ne pouvait se déplacer. Elle lui offrit 300 000 pièces d'or en guise de gratitude. Alléché par cette récompense, Tae-dung accepta sans hésiter. Il se rendit à l'adresse indiquée, mais trouva un lieu désert devant un tunnel, sans habitation en vue. La jeune fille lui demanda de glisser le téléphone dans la cabine téléphonique d'urgence au sous-sol et précisa qu'elle viendrait le récupérer plus tard. Tae-dung préférait le remettre en main propre pour être sûr, mais elle insista pour que cela se passe ainsi, refusant de recevoir des étrangers chez elle. Bien que perplexe, Tae-dung exécuta sa demande et y découvrit une enveloppe contenant exactement 300 000 pièces d'or. Tandis qu'il s'éloignait, un camion stationné non loin démarra brusquement, manquant de peu de le renverser. Sous le choc, Tae-dung resta figé sous le tunnel, considérant sa chance d'avoir échappé au pire. Le lendemain, il concocta un repas simple en hommage à sa mère disparue, pensant être seul à affronter ses souvenirs douloureux. Mais Tae, son jeune frère, fit soudain son apparition avec un petit pot de fleurs qu'il déposa devant l'autel. Tae-dung en fut surpris mais ne le réprimanda pas comme à l'accoutumée. Au contraire, il lui offrit discrètement à manger pour compenser ses épreuves. Peu après le départ de Tae, le ciel se déchaîna soudainement et la pluie se mit à tomber violemment. Tae-dung s'empressa de rentrer ses plantes en pot pour les sauver de la tempête. Au même moment, des coups retentirent à la porte. Avant qu'il ait pu comprendre ce qui se passait, la police fit irruption et l'arrêta sans explication pour des accusations de viol et d'incinération d'un corps. Le commissariat était envahi par les journalistes dont les caméras crépitaient incessamment, le pointant déjà comme coupable présumé d'une affaire choquante.
Le corps d'une jeune femme avait été retrouvé près du tunnel longeant la rivière Han, et Tedung était le principal suspect. Selon la police, ce n'était pas un acte spontané mais un crime soigneusement orchestré. Malgré les dénégations répétées de Tedung affirmant ne jamais avoir rencontré la victime, ses explications furent ignorées car il était déjà condamné dans l'esprit collectif. Espérant que la vérité finirait par émerger, Tedung songeait surtout aux plantes incomplètes de sa boutique. Cependant, la froideur implacable des enquêteurs l'amena progressivement à réaliser leur certitude de sa culpabilité. Rapidement, son identité et sa photo furent divulguées dans les médias. Comme une traînée de poudre, la nouvelle se propagea rapidement. Suji demeura incrédule pendant plusieurs secondes en voyant le nom de son compagnon associé au mot suspect à l'écran. Le lendemain, quelques amis proches demandèrent à lui rendre visite. Quand il les aperçut, il fut submergé de joie et leur implora de veiller sur sa boutique et ses jeunes plantes. Néanmoins, il ne reçut que des regards préoccupés en retour. Les rues étaient en proie au chaos. Son information personnelle avait fuité sur les réseaux et l'opinion publique le voyait progressivement comme un criminel devant payer pour ses actes. Devant la boutique de plantes, des extrémistes avaient griffonné sur les murs des injures contre lui. Malgré ses suppliques incessantes, l'officier responsable demeurait inflexible. Sans alibi clair, il ne devait pas espérer être libéré. Parallèlement, les médias continuaient d'analyser son soi-disant profil criminel avec une assurance troublante, comme si sa culpabilité était déjà scellée. Sous la pression de l'opinion publique, Suji dut fermer temporairement sa boutique de plantes pour consacrer tout son temps et ses ressources à trouver un avocat pour défendre son mari. Lors d'une visite au centre de détention, Tedung, en larmes, s'excusa pour la douleur qu'il lui avait causée. C'est alors que Suji dévoila ses doutes et hésitations. Pris de panique, Tedung jura son innocence à plusieurs reprises. Ce n'est qu'à ce moment-là que Suji poussa un soupir de soulagement, promettant de tout faire pour prouver la vérité. Une fois l'affaire acceptée, l'avocat déclara que l'alibi de Tedung serait déterminant, bien que l'heure exacte de la mort de la victime restait inconnue. La reconstitution de l'emploi du temps de Tedung sembla presque impossible, mais Suji resta déterminée. Convaincue du travail acharné de son mari, elle croyait fermement qu'un indice surgirait. Le groupe contacta le transporteur pour examiner les historiques de commande et interrogea Tung sur d'éventuels détails. Heureusement, Tung avait conservé tous les reçus. Ils se divisèrent pour vérifier ces informations. Grâce à la coopération de Tung, de nombreux clients acceptèrent de témoigner en faveur de Tedung. Bien qu'aucun témoin direct n'ait été trouvé au début, les vidéos de surveillance révélèrent la présence de Tedung sur les lieux. Finalement, suffisamment de preuves furent collectées pour reconstituer l'emploi du temps complet de Tedung pendant les jours du crime. Ce fut un tournant décisif. Tedung travaillait sans répit. L'avocat examina le dossier et affirma que l'acquittement était presque assuré. L'équipe se réjouit, voyant enfin une lumière au bout du tunnel. Lors du procès, toutes les preuves de l'emploi du temps furent présentées avec clarté et conviction. Tout semblait aller pour le mieux jusqu'à ce que le procès prenne une tournure inattendue. Le procureur fit une offensive surprise, soulignant que Tedung avait visité le domicile de la victime, y restant 7 minutes, une durée inhabituelle pour une simple livraison au 3e étage. Obligé de clarifier les événements, Tedung expliqua avoir pris soin d'un bambou mal placé en ajoutant de l'engrais et en laissant un mot à l'intention du propriétaire. La procédure s'était alors prolongée. De plus, le procureur révéla des images montrant Tedung avec une valise suspecte. Tedung affirma avoir aidé une femme âgée inexistante selon la vidéosurveillance. Le plus troublant restait la ressemblance frappante entre cette valise et celle impliquée dans le crime. Bien qu'aucune autre caméra n'ait capturé Tedung transportant cette valise ailleurs, des zones non couvertes par la surveillance semblaient indiquer sa connaissance des lieux. Poussant son argumentation, le procureur questionna la possession par Tedung du téléphone de la victime, capté par des caméras en magasin. Tedung expliqua avoir trouvé le téléphone tombé et voulu le rendre. Le procureur ne céda pas. Le lieu où le téléphone avait été rendu se trouvait proche du site où le corps fut découvert, sans que Tedung n'ait rencontré le propriétaire, rendant son récit douteux. Les données GPS du téléphone de la victime correspondaient précisément à l'itinéraire suivi par Zung tout au long de la journée, démontrant qu'il avait conservé le téléphone sur lui pendant longtemps, au lieu de simplement le ramasser peu de temps auparavant. À ce stade, Zung était désespérément abattu, incapable de se défendre contre l'avalanche d'accusations. Le coup final lui fut porté à la fin du procès, lorsque le procureur dévoila des images de la scène de crime montrant le corps de la victime démembré dans la salle de bain d'un appartement abandonné, situé à un étage différent mais toujours dans le même immeuble. Suji, surprise de voir un bracelet sur la scène du crime identique à celui de Terong, figea pendant quelques secondes. Les résultats de l'autopsie rendirent la situation encore plus désespérée en révélant la présence de sperme dans le corps de la victime, confirmé comme étant celui de Terong. De plus, le procureur affirma que la plante en pot mentionnée par Tedung lors de son témoignage n'existait pas. Face à ces preuves accablantes, Tedung ne réussit plus à se défendre. Ses mots perdaient toute cohérence. Le lendemain, Suji informa Tedung que son avocat avait décidé de se retirer de l'affaire. Lorsqu'elle lui demanda où était passé son bracelet, Tedung bafouilla qu'il ne savait quand il l'avait perdu. La confiance de Suji envers lui s'effondra. Elle lui conseilla de plaider coupable pour obtenir une réduction de peine car elle ne pouvait plus attendre en vain.
Malgré les protestations répétées de Tedung, Suji enleva silencieusement son propre bracelet et le retourna à travers les barreaux. À cet instant, le cœur de Tedung se serra douloureusement et il demeura sans voix. Quelques jours plus tard, Tedung fut condamné à perpétuité et conduit en prison sous le regard indifférent des spectateurs. Avant le départ du véhicule, un policier désigna volontairement Tedung du doigt et murmura quelque chose à un chef de gang voisin, comme s'il lui avait prédit un sort encore plus sombre derrière les barreaux. La prison s'avéra être un véritable cauchemar. Lourdement surveillée, étouffante, les détenus étaient aspergés d'eau glacée comme des animaux et fouillés brutalement à chaque entrée et sortie. Peu après, un avocat nommé Kim Sang-ak proposa son aide à Tedung, confessant humblement qu'il n'était pas le meilleur avocat mais convaincu que cette affaire était empreinte d'irrégularité. Il soupçonnait que tous les autres suspects avaient été minimisés dès le début et que l'accusation semblait orchestrée comme un scénario bien pensé. Touché par ces mots, Tedung se mit à pleurer et supplia Sang-rak de l'aider, affirmant n'avoir jamais croisé la victime ni commis les actes dont il était accusé. L'avocat l'invita à raconter toute l'histoire en détail. Une révélation soudaine éclaira Tedung. Lors du procès, un bracelet soi-disant découvert sur les lieux ne pouvait être le sien puisqu'il n'avait jamais fréquenté cet endroit. Selon ses souvenirs, son véritable bracelet aurait pu être égaré dans la chambre de son jeune frère Tin, lors d'une visite pour une sieste. Reconnaissant là un élément potentiellement crucial pour ouvrir l'enquête, l'avocat nota l'adresse de Tin et pria Tedung de garder le secret pour éviter d'annihiler toute chance d'annulation du verdict. Cependant, dans la prison infernale, Tedung ne trouva aucun répit. Dès le deuxième jour, il fut conduit devant Deoksu sous l'œil complice des gardiens. Deoksu, menaçant violemment, proposa d'utiliser le bras de Tedung comme ballon tout en l'abreuvant d'insultes sur les crimes supposés qu'il aurait commis. Tedung tremblait en clamant son innocence. Mais ici, la vérité n'avait aucune importance. À ce moment-là, un gardien de prison passant par là intervint finalement, sauvant temporairement Tedung d'une violente agression. Malgré les souffrances physiques et psychologiques qu'elle subissait, Tedung serra les dents et résista. Son dernier espoir reposait sur son avocat, Kim Sang-rak, en qui elle croyait peut-être encore. Cet espoir minime lui suffisait pour survivre dans cet enfer carcéral qu'elle rêvait de quitter un jour. Dans cette prison, Deoksu régnait en maître. Il contrôlait presque tous les détenus. Expert en extorsion auprès des plus vulnérables, ceux qui ne pouvaient pas payer subissaient sa violence. Durant le déjeuner, deux codétenus confiaient à Tedung que Deoksu, issu d'une famille aisée, avait vu sa peine de perpétuité réduite à 12 ans grâce à son argent et influence. Particulièrement haineux envers les condamnés pour viol et traite humaine, à cause d'une attaque similaire sur sa sœur, Deoksu transformait la vie en enfer pour certains. Les deux hommes feignaient l'empathie envers Tedung avant de l'emmener aux toilettes où l'attendaient leurs complices. Tedung vécut alors un cauchemar, humilié physiquement et moralement. À peine remis de ce choc, une nouvelle encore plus traumatisante l'attendait. Sang-ra, son avocat, lui annonça que son frère cadet Tin avait succombé à la pression sociale et à un profond sentiment de culpabilité en se suicidant. Cette révélation terrassa Tedung. Cette nuit-là, désespéré, il envisagea de suivre la même voie. Dans un moment de délire, il se remémora une conversation avec Tin sur le sauvetage d'un arbre mourant. Soudainement, il entendit les pleurs de son frère lui reprochant de l'avoir abandonné après tout le bonheur partagé. Réveillé attaché à un lit d'hôpital avec des sédatifs pour le maintenir en vie, Tedung réalisa qu'il avait déjà tenté de se suicider 3 fois en quelques jours. Depuis lors, Tedung s'est enfermé dans le silence et un profond désespoir, refusant toutes les visites amicales pendant plus d'1 an. Un jour à la messe en prison, il était assis immobile et vide quand le jeune enfant de cœur Young-11 s'approcha gentiment de lui offrant un morceau de gâteau. Tedung remarqua soudainement les nombreuses cicatrices anciennes sur le poignet de Young-11, similaires aux siennes. Young-11 partagea son expérience de 15 années de service comme enfant de cœur. Malgré cela, il ne s'était jamais habitué au lit métallique froid ni aux sévères conditions carcérales. Au début écrasé par la colère et l'angoisse, il avait dû apprendre à survivre. En écoutant cela, Tedung éclata en sanglots comme si c'était la première fois depuis longtemps qu'il pouvait pleurer authentiquement. Encouragé par Young-11 à occuper son temps avec des études et de l'entraînement, et ne pas gaspiller la vie que Dieu lui avait donnée malgré les conditions difficiles, Tedung suivit ses conseils avec ferveur. Il s'investit dans ses études et l'entraînement physique, se détachant peu à peu du désespoir. Finalement, il trouva une certaine paix en prenant soin des plantes, une passion qui avait toujours fait partie de sa vie. Grâce aux conseils de Young-11 et sa propre ténacité, le temps au sein des murs froids devint plus supportable pour Tedung qui intensifia également son entraînement militaire tout en acquérant de nouvelles compétences professionnelles. Il avait finalement décroché un certificat technique, un témoignage modeste mais essentiel de sa survie au milieu d'un contexte infernal. Aujourd'hui, il avait réussi à parer quelques attaques de ses ennemis, bien que le chef du gang, furieux, lui ait infligé des coups terribles. Malgré cela, la résistance de Tedung semblait s'être notablement renforcée. Les graines qu'il avait plantées commençaient à germer. Ses compétences techniques se développaient elles aussi. Encouragé par les mots constants de Young-11, Tedung se sentait plus fort, ses frappes devenaient plus rapides, puissantes et surtout, plus confiantes. 5 ans défilèrent rapidement. Un homme mystérieux reçut un appel lui proposant de l'aider à échapper à la justice, promettant une exécution discrète.
Dans une pièce isolée munie de nombreux écrans et caméras de surveillance, il avait localisé sa cible. En prison, il trouvait une forme de réconfort dans son petit jardin. Ce jour-là, il montra même au directeur de la prison, Shin Tae-rong, comment soigner une plante carencée en nutriments à cause du manque de lumière. Tae-dung expliqua qu'une amélioration des soins nécessiterait simplement un pot plus grand. L'oncle Yang Xish la félicita, la qualifiant de véritable experte en botanique. En détention, chacun se vantait de son dossier criminel comme d'un exploit remarquable, mais on espérait que Tae-dung avait préservé sa nature intrinsèque. Ce jour-là, Tae-dung perçut une différence dans la voix de son oncle. Il s'avéra que l'oncle Yang Xish avait terminé sa peine. Il souhaitait que Tae-dung assume sa place comme enfant de cœur. Lorsque Tae-dung lui demanda pourquoi une telle bienveillance, Yang Xish expliqua qu'il désirait simplement s'assurer qu'il était toujours vivant. Tae-dung était heureuse pour lui, mais son cœur était lourd. Il ressentait déjà la tristesse imminente de perdre son meilleur ami. Alors que Yang Chi passait la porte, Tae-dung l'interpella et s'inclina profondément pour le remercier. Il resta là à observer jusqu'à ce qu'il disparaisse derrière la grille métallique. Quelques jours après, un nouveau détenu fut brutalement agressé. À cette vue, Tae-dung se revit l'année précédente. Lorsque l'administration pénitentiaire l'assigna, son récit laissa Tae-rong sans voix. Lui aussi avait été piégé par une mise en scène semblable à celle que Tae-rong avait vécue. Un téléphone retrouvé et une femme promettant une récompense pour sa restitution. Les caméras avaient tout capté, fournissant les éléments pour son inculpation. La police avait également découvert les effets personnels et empreintes digitales de Shinix sur un site qu'il n'avait jamais visité. Poussé à bout par la nouvelle du suicide de sa mère, chose inconcevable pour elle, Tae-dung ne pouvait y croire, hanté par ses paroles condamnant le suicide. Tae-dung, choqué par ces révélations, passa la nuit éveillé. Le lendemain matin, on la trouva immobile, son corps rempli de pages bibliques, des gousses d'ail dans la bouche. Elle prétendit ensuite avoir un nouvel alibi et demanda à voir son avocat Kim Sang-rak. Lorsqu'elle l'interrogea sur la situation et vérifia son appui réel, Sang-rak esquiva, adoptant finalement une froideur glaçante. Tae-dung s'accrocha à sa question cruciale. Qui a transformé mon frère en or? Sang-rak répondit avec un sourire ironique qu'il n'y aurait eu rien à faire. Son frère était mort par sa faute. Sur le point de partir, Jacques contacta immédiatement son supérieur pour corriger une erreur potentielle après leur entretien en prison. Ce soir-là, Tae-dung demanda audience auprès du prêtre, déclarant ne plus pouvoir continuer comme enfant de cœur. Lorsqu'il questionna cette décision, elle récita les mots jadis transmis par Yang Xish. Je dois me persuader que je suis déjà mort et que les jours restants sont un don divin. Ce don représentait pour lui une chance d'honorer la mémoire de son frère. Il ferma ses poings avec détermination tandis qu'une blessure superficielle lui importait peu face à sa douleur intérieure. Lors d'une vente aux enchères, une sculpture identifiée comme numéro 73 par Lee atteignit une valeur de 2 milliards. À ce moment-là, seul le président de Shin Mang-go et l'énigmatique participant en ligne numéro 56 restaient dans la course. En fait, le client 56 ne cessait de lancer des accusations. Le président, bien que tendu, restait déterminé à conclure l'accord. Lorsque le prix atteignit 4 milliards, il demanda un temps de réflexion. Il appela quelqu'un pour savoir s'il pouvait lui proposer une meilleure solution. Il s'avéra que cette personne était également le mystérieux client numéro 56. Ce dernier demanda combien valait la vie du fils du propriétaire et exigea que le propriétaire lui remette la statue de LY, sinon il refuserait son pourcentage. À contre-cœur, le président continua les enchères, atteignant d'abord 4 milliards. L'enchérisseur 56 offrit ensuite 5,5 milliards. Le visage crispé du président trahissait une possible crise cardiaque, mais il persista et proposa 6 milliards. Voyant que l'homme était au bord du précipice, le client 56 sourit et arrêta la surenchère à 6 milliards. Même pour un président fortuné, cela représentait une somme colossale. En fin de compte, le client numéro 56 était Tan Johan, connu pour dissimuler les crimes des riches en accusant d'autres à tort. Le même jour, la statue numéro 73 lui fut livrée. Johan possédait déjà une multitude de statues chez lui. Il informa ensuite le président que l'homme ayant pris la place de son fils en prison était mort, une bible enfoncée dans la bouche, blanchissant ainsi son fils. Outre ses activités de détective, Johan gérait aussi une entreprise de construction. Un avocat corrompu contacta Johan pour lui annoncer que la statue était endommagée et nécessitait un nettoyage, poussant Johan à donner des ordres à son assistant médical. Pendant ce temps, la bande de Deoksu cherchait à agresser Tae-dung, qui refusa. Deoksu rit et ordonna néanmoins à Tae-dung de servir de punching ball. Contre toute attente, Tae-dung se rebella et les mit KO, blessant gravement un attaquant en retour et sidérant le chef de la bande. Dans un autre lieu, la fille de l'oncle Yang Xish arriva à son magasin sans saluer son père. Nonchalante, avec un cigare en main, elle se servit dans les économies cachées sous un pot de fleurs et se moqua en découvrant une photo de lui avec Tae-dung en prison. Yang Xish, désemparé face à sa fille rebelle, demanda un peu d'argent pour acheter du kimbap. Tandis qu'il dissimulait l'argent, un prêtre pénétra pour lui montrer que Tae-dung avait rendu la Bible. Deoksu fulminait toujours contre Tae-dung qu'il avait remis à sa place et réagit violemment après avoir surpris une discussion à ce propos. Un homme tatoué surgit alors, provoquant Deoksu. Cet homme était autrefois incarcéré dans la même prison et avait déjà affronté Deoksu. Un garde les interrompit et tous se dispersèrent. Par ailleurs,
il s'avéra que le superviseur incitait Deoxu à organiser un match de boxe pour empocher des gains grâce au pari. Bien qu'il ait demandé à Deoxu de ne pas s'en prendre à Tedung dû aux récentes tensions, il permit toutefois à Deoxu d'accueillir 2 criminels riches dans sa cellule. L'oncle Yang Xish rendit visite à Tedung afin de vérifier qu'il n'était pas tenté par le suicide. Tedung rassura son oncle en affirmant vouloir changer d'environnement après avoir contemplé trop longtemps les mêmes fleurs et plantes. « Oncle, je suis innocent. Je vais partir, déclara-t-il. Pourtant, malgré ses dires, le directeur ordonna secrètement de neutraliser Tedung. Cette nuit-là marqua le début de l'évasion planifiée par Tedung. Il avait besoin d'abord de vêtements civils pour se fondre dans la foule, ainsi que de la clé d'accès du personnel. Le changement de garde intervenait à 15h30, rendant ce moment idéal pour passer à l'action. La porte du bloc B s'ouvrait sur l'extérieur, mais y accéder sans attirer l'attention nécessitait de passer par la gaine de ventilation. Les visites se terminaient précisément à 16h, marquant aussi l'arrivée du camion-restaurant, donc il fallait partir avant. Un des hommes de Deoxu partageait une chambre avec Tedung, espérant profiter du sommeil de ce dernier pour le poignarder. Cependant, Tedung était en alerte. Le sbire de Deoxu était adepte des attaques entre êtres mais ne pouvait rivaliser face à Tedung, surtout armé d'un couteau. Le lendemain, Tedung sortit indemne pour confirmer son identité. Deoxu lui jetait des regards menaçants. Tedung savait qu'il devrait avant tout se débarrasser de cet obstacle pour atteindre ses objectifs. À midi, il choisit intentionnellement de s'asseoir à la table d'un autre détenu marqué, le provoquant jusqu'à ce que celui-ci l'attaque furieusement. Pourtant, Tedung resta stoïque. L'intervention d'un gardien de prison indiqua à Tedung qu'il avait résolu le problème. Le lendemain, Shinton annonça à ceux présents dans le jardin que Deoxu avait été mis en isolement. Il remit ensuite à Tedung une mousse verte qu'il recherchait. Tedung l'avait faussement demandé pour décorer la chapelle, mais en avait d'autres usages en tête. Ce jour-là, il n'hésita pas à évincer violemment un autre prisonnier affecté au nettoyage de la section B. En se portant volontaire pour le remplacer, il obtint aisément la clé du bloc B qu'il s'empressa de reproduire avec la mousse, cachant la copie dans un pot de fleurs. Simultanément, le ministère de la Justice envoya un médecin vacciner les prisonniers, un subordonné de Johan. Il consulta la liste et s'arrêta au numéro de Tedung, mettant discrètement un flacon d'assaisonnement dans sa poche. Après le déjeuner, tous furent invités à se faire vacciner pendant que Tedung aidait un gardien avec son vélo. C'était l'occasion parfaite pour préparer une clé. Cependant, le gardien revint avec un gâteau pour le remercier et s'approcha discrètement pour prendre des nouvelles. Heureusement, Tedung fit diversion avec un stratagème astucieux. Malgré une fouille poussée, Tedung réussit à cacher les clés dans son sac de provisions. Sur le chemin du retour, il se retrouva face à la bande de Gang 2, qui souhaitait l'enrôler après sa confrontation avec l'homme balafré. Contre toute attente, Tedung déclina leur offre. Bien que Gang 2 fût déconcerté, il lui conseilla de réfléchir davantage. Cependant, Tedung était concentré sur son évasion et se désintéressait des conflits internes. Les paroles de l'oncle Yang Xish évoquaient l'impossibilité d'échapper au camp sans franchir des portes sévèrement gardées. Pourtant, Tedung projetait de sortir par la porte principale. De retour dans sa cellule, le superviseur l'informa d'un match capital le lendemain et qu'il avait placé tous ses espoirs en lui. Pour éviter que le vaccin n'altère sa performance, quelqu'un d'autre devait s'occuper de son injection. Le médecin repéra le numéro d'identification de Tedung et réalisa une erreur en voyant son visage. À 15h précises le lendemain, le superviseur rappela à Tedung qu'il devait se battre sur le ring. En quelques coups rapides, il mit son adversaire au sol avant de retourner mettre son plan d'évasion en marche. Mais à son retour dans sa chambre, il vit le médecin et Shin-Ho l'attendre pour l'injection. Avec seulement 3 minutes restant, il sentit une montée d'angoisse. Le médecin lui injecta un mystérieux liquide sous prétexte de vaccination, avec le temps qui lui était compté avant son rendez-vous avec l'oncle Yang 11. Une fois seul, Tedung cacha soigneusement la vis et la clé dans sa poche. Grâce aux vis, il court-circuita les caméras de sécurité et profita d'une absence pour subtiliser une carte d'accès. Ensuite, en prétendant faire le ménage, il réussit à tromper facilement le gardien. Il se rendit alors dans le débarras, se changea en civil, et enfila son uniforme de prisonnier par-dessus. Arrivé à la porte du bloc B, il échappa de justesse à l'arrestation par un garde et se cacha dans un entrepôt. Par chance, la fouille fut sommaire et le garde ne le remarqua pas. Mais avant qu'il n'ait pu reprendre son souffle, l'étrange liquide commença à agir. Tedung fut soudain pris de vertige, mais il n'avait pas le temps. Il se releva difficilement et repartit. Dehors, l'oncle Yang Xish attendait avec angoisse. Il ignorait si Tedung disait la vérité ou plaisantait, hésitant entre sortir ou rester. Pour déjouer le gardien, Tedung choisit le conduit d'aération menant à la section B. Il se débarrassa de son uniforme de prisonnier et s'y engagea. Cependant, le bruit de ses mouvements attira l'attention du gardien. Heureusement, celui-ci pensa à une souris et se contenta de fouiller légèrement avant d'abandonner. Shin-Ho revenait du travail quand il croisa l'oncle Yang Xish, qui l'arrêta pour saluer. Yang Xish mentit, prétendant rendre visite à sa famille même si les heures étaient terminées. Shin-Ho proposa avec enthousiasme de le faire entrer, mais Yang Xish refusa poliment et conseilla à Mai de revenir plus tard. Tedung atteint finalement la section B, mais il était désorienté avec une vision floue. Il peinait à avancer vers le bureau des services civils où il devait retrouver son oncle Yang Xish. Il ne lui restait que 3 minutes avant la fermeture. Une fois assis,
il fit discrètement un trou dans le sac de provisions d'un visiteur, provoquant un vent de panique pendant que tout le monde ramassait les denrées répandues. Tedung en profita pour s'éclipser par la porte principale. À cet instant précis, l'étrange liquide fit effet et Tedung perdit connaissance. Johan, distrait par une course d'essai de Formule 1 sur grand écran, demanda s'il était possible de faire fondre des pots de bananes pour provoquer des crashs spectaculaires. L'homme pensa qu'il plaisantait, mais Tedung répondit sérieusement. La course terminée, l'équipe de Johan franchit la ligne d'arrivée en établissant un nouveau record. On aurait pu s'attendre à ce qu'il soit ravi, mais Johan déclara déçu qu'il n'y avait rien d'amusant à finir premier sans incident. Le responsable lui rappela que c'était dangereux. Johan répliqua qu'il couperait les vivres à ceux qui se contentaient de jouer la sécurité. De retour chez lui, il s'occupa avec une maquette Lego géante, puis chuchota quelque chose à sa nounou qui les fit rire tous deux. Il lui demanda de dresser une liste de clients du ministère de la Justice. Le lendemain, un véhicule du ministère escorté par le chef de l'administration pénitentiaire conduisit Johan à la prison. Le directeur ordonna au gardien d'exécuter les ordres de Johan sans protester. Johan affirma qu'il n'avait aucune relation avec le directeur mais connaissait quelqu'un en lien avec sa nomination. Mieux encore, il connaissait le point faible du gardien. Le gardien avait utilisé des fonds publics pour investir dans les crypto-monnaies et avait été ensuite mêlé à un incendie. Il proposa du bénévolat dans une usine abandonnée et offrit un sac de lingots d'or aux prisonniers, promettant 5 autres si tout se déroulait bien. Sa requête était claire, permettre aux prisonniers d'effectuer des travaux d'intérêt général, ciblant surtout les criminels violents coupables de vol. Le directeur de la prison accepta immédiatement cela sans hésiter. Chin Oran, assis devant l'écran de surveillance, observa les événements en détail. Tedung avait déjoué la caméra et accédé au couloir sans être vu. Prudent mais admiratif, Chintan refit le trajet emprunté par Tedung par le conduit de ventilation. Il ne put s'empêcher d'admirer la façon dont Tedung franchit la porte principale avec assurance. Cependant, le plan échoua car Tedung fut retrouvé par un prêtre et conduit à l'infirmerie. Le médecin annonça que le ketchup de Tedung contenait une forte dose de poison à rats. Heureusement, la vitamine K3 ingérée par accident agissait comme un antidote, le sauvant d'une mort certaine. Malgré ça, Tedung ne cessait de vomir, son corps à bout de force. Chintan lui rendit visite et fit mine d'ignorer la situation, mentionnant seulement les rumeurs qui couraient dans le camp. Certains disaient que Tedung préparait une évasion, d'autres que son malaise était dû à une ingestion accidentelle de poison. Chintan en soupçonnait un acte malveillant contre Tedung, car ce dernier n'était pas le genre à prendre des risques insensés. Il admit que le plan audacieux de Tedung pour s'échapper par l'entrée principale soulignait les failles du système. Chintan en promit d'attendre la guérison complète de Tedung avant de mener sa propre enquête. Avant son départ, Tedung lui demanda de transmettre sa gratitude à l'oncle Yang Xish, son sauveur. Le lendemain, après avoir reçu le remerciement, l'oncle Yang Xish était perplexe quant aux raisons de cet acte. Les questions fusaient parmi les prisonniers. Pourquoi Tedung tenterait-il une évasion en buvant du poison à rats? Cependant, il était clair que Tedung n'était pas un homme ordinaire. Simultanément, le directeur du camp ordonna la libération de Deoxu de l'isolement pour qu'il contribue à des projets communautaires. À sa sortie, Deoxu regroupa sa bande pour traquer Tedung. Mais en arrivant, ils ne trouvèrent que des cartons sous les draps. Tedung s'était échappé par le plafond. Profitant de l'effet résiduel du poison qui embrouillait ses sens, ses ennemis l'attaquèrent violemment. Affaibli mais déterminé, Tedung neutralisa quelques assaillants malgré une blessure à l'épaule. Pendant ce temps, en réunion confidentielle, le directeur annonçait un projet engageant les détenus dans des activités extérieures motivées par des liasses de billets. Chin Ho en remarqua quelque chose d'étrange à l'infirmerie mais se retrouva confronté au sbire de Deoxu, contraint de partir et d'alerter les autorités pour une intervention rapide. À l'intérieur du bâtiment A4, Tedung combattait toujours avec une énergie épuisée par l'étrange liquide dans son corps. Il réussit à stopper les membres les moins redoutables de la bande. Seul Deoxu restait. Au moment où Deoxu poignardait profondément Tedung, Chintan arriva avec les gardiens mais fut retenu à l'extérieur. Profitant d'un léger moment d'inadvertance de Tedung, Deoxu s'apprêtait à porter le coup fatal lorsque Tedung se redressa brusquement et renversa la situation en sa faveur, révélant un drapeau et déterminé à ne subir qu'une blessure mineure à l'oreille. L'arrivée in extremis des gardiens ne permit toutefois de voir que Tedung, blessé mais vivant. Des semaines plus tard, en état de délire, il revit son frère Kadetchin qui l'avertit des dangers du monde extérieur. Affleurant à l'idée de représailles, Tedung jura de retrouver ce responsable des souffrances infligées à sa famille pour leur faire payer. Avant la fin de sa peine, il fut emmené de force avec un sac sur la tête, subissant le même sort que Deoxu. Au milieu du chaos carcéral où quiconque opposait résistance était réprimé violemment, 12 détenus furent entassés dans un camion et emmenés durant la nuit, y compris Tedung et Deoxu. Au petit matin, engoncés dans leurs uniformes numérotés, ils pénétrèrent dans une usine abandonnée surveillée par de mystérieux hommes armés et masqués sous l'œil vigilant d'une caméra flottante. L'apparition soudaine de Johan remettait les pendules à l'heure en déclarant avec enthousiasme que leur épreuve débutait dès cet instant. Bienvenue au pays des opportunités. Il y a 5 ans, un jeune homme nommé B, connu aussi sous le nom de Kyung, sortait avec une fille et ils se sont retrouvés chez elle pour boire. Ce qui aurait pu être anodin a pris une tournure tragique lorsqu'il a commencé à jouer avec du pain. En état d'ébriété,
Il l'a accidentellement brûlée vive. Une fois partiellement dégrisée, il a appelé son père, un député, à l'aide. La société d'investissement de Johan vient de décrocher le contrat pour la construction du Centre national de données. Lors de la réception célébrant cette victoire, certains responsables ont émis des doutes sur cette victoire considérée suspecte, étant donné que l'entreprise n'était même pas sur la liste initiale des soumissionnaires. Johan, se trouvant non loin, a entendu et a mis en garde les 3 hommes contre la sous-estimation de sa société. Il a révélé être le propriétaire et blessé dans son orgueil, il les a insultés, les traitant comme de simples parasites se nourrissant de ses restes. L'un des hommes, furieux, l'a menacé mais ne savait pas à quel point Johan lui en voulait pour cette audace. Juste après la fête, alors que cet homme s'apprêtait à rentrer, une voiture a bloqué. Un médecin mal intentionné, tel un fantôme, lui a coupé l'index. Johan a ramené le doigt chez lui et l'a fixé à une statue effrayante taillée à son image. Il semblait très satisfait. Ce personnage dangereux était encore plus redoutable grâce à sa richesse et son influence. À ce moment-là, le député Beck a appelé, demandant à Johan d'aider son fils à échapper à des poursuites pour avoir brûlé le corps de quelqu'un. Johan a assuré que le service était gratuit. Le député devait simplement acheter une œuvre d'art et plonger le corps de son fils dans de l'eau chaude. Il se chargerait ensuite du reste. Après avoir raccroché, Johan a ordonné à ses hommes d'effacer toute trace sur les lieux. Grâce à un scanner 3D de pointe, des images de la scène ont été transmises au centre de contrôle où Johan a commencé à analyser la situation. Do-Kyung avait transporté le corps de la jeune fille dans la baignoire pour suivre les instructions reçues, empêchant ainsi la police de déterminer précisément l'heure du décès. Johan scrutait attentivement les écrans de surveillance pour repérer un coupable. Puis un livreur nommé Tedung fut pris pour cible uniquement parce qu'il livrait souvent à cet immeuble. Cette nuit-là, alors qu'il effectuait une livraison, un motard le suivait discrètement. Chaque mouvement était rapporté à Johan qui était très absorbé par ses activités, tandis que son jeune frère cultivait une passion pour les plantes. À partir de ces faits, Johan a monté un plan pour piéger Tedung. Le lendemain matin, dès que Tedung s'est installé dans sa voiture pour aller travailler, quelqu'un avec son téléphone l'a suivi afin de fabriquer de fausses données GPS. Une autre équipe s'est introduite chez lui. Ils ont relevé ses empreintes digitales, installé des caméras et emporté ses vieilles chaussures. Des gants portant ces empreintes furent confectionnés pour créer de fausses preuves sur les lieux du crime. Il portait ses chaussures pour imiter ses pas. Ce soir-là, lorsque Johan aperçut sa compagne chez Tedung, il était ravi. Le lendemain, ils ont isolé du sperme provenant de 3 loups dans un sac pour l'injecter dans le corps de la jeune fille. Plus tard, quand Johan découvrit que Tedung avait perdu un bracelet, il ordonna qu'on en trouve un identique à déposer sur la scène du crime. Le médecin qui avait coupé le corps en morceaux les a placés dans une valise et a piégé Tedung pour que la caméra le filme en train de la traîner. Johan fit placer une plante fanée sur les marches pour inciter Tedung à s'arrêter un instant. Cela complétait leur alibi imparfait. Un plan très détaillé et méticuleux avait été orchestré. Finalement, Tedung tomba dans ce piège parfait. Revenu au présent, la veille au soir, un véhicule transportant 12 prisonniers est arrivé dans une usine abandonnée. Les soldats les ont conduits dans une pièce. Une fois les cagoules retirées, ils découvrirent un banquet et affamés. Ils s'y précipitèrent sans hésiter. Seul Gang fut le premier à remarquer que Johan les observait depuis les hauteurs. Avant qu'ils ne puissent s'approcher, les gardes l'interceptèrent. Après le repas, chaque homme se vit attribuer une cellule numérotée pour se reposer. Ignorant ce qui les attendait, tous se sentaient perdus. Cette nuit-là, Tedung s'éclipsa discrètement à la recherche d'une sortie. Les gardes, toujours en alerte maximale, patrouillaient à l'extérieur. Après quelques tentatives d'esquive, Tedung trouva enfin une issue. Mais au moment de franchir la sortie, 3 coups de feu retentirent. Des points rouges envahirent son corps, la forçant à se rendre et à faire demi-tour. Johan lui avait proposé de monter en voiture pour le raccompagner à sa chambre, mais Tedung rebroussa immédiatement chemin. Johan ne semblait pas fâché. Au contraire, le désespoir de Tedung l'amusait. Sont-on laissé deviner qu'il était celui qui les avait amenés là? Johan annonça qu'un combat allait avoir lieu, promettant un prix spécial au vainqueur sans préciser sa nature. Constatant l'étendue de la surveillance, Tedung abandonna ses projets d'évasion. Son colocataire, Jam Jong, l'approcha en simulant une amitié. Impressionné par ses talents de combattant, il prétendit vouloir s'allier avec lui et le supplia de le suivre sans intention malveillante. Contre toute attente, Jong l'emmena devant Dokshu, le chef du gang. Cet homme balafré avait survécu contre toute attente. Son oreille recousue témoignait de sa chance. Tedung savait être haï par lui et brisa une bouteille, prêt à se battre à mort. Soudain, 2 coups de feu retentirent et les gardes ordonnèrent de cesser toute hostilité. Le lendemain matin, une musique forte réveilla brusquement les prisonniers. Ils enfilèrent leurs uniformes et furent conduits dans un champ. La musique à peine arrêtée, Johan annonça que le moment était venu. Un circuit automobile allait démarrer. Chaque participant piloterait une voiture attribuée au hasard dans une course sans règles. Un prisonnier hurla d'indignation face à ce jeu insensé, accusant Johan de les traiter comme du bétail. Mais lorsqu'il lui tourna le dos, Johan abattit froidement le prisonnier sous les yeux sidérés des autres, mettant fin à toute velléité de résistance. Un camion arriva, débordant de 5 milliards de wons, la récompense pour le vainqueur. Cette somme fit scintiller les yeux des prisonniers. Johan annonça ensuite où chaque participant trouverait sa voiture dans le garage.
Le jeune et riche maître Bung et son complice se rendirent à l'école pour piéger ceux qui prenaient la responsabilité de leurs méfaits, qualifiant les victimes de boucs émissaires. Le complice avait un prisonnier qui s'était enfui en avalant une Bible, tandis que Do Kyung se vantait d'en avoir utilisé 3 comme lui, dont Taedong. Johan leur révéla que cette course n'était pas ordinaire mais plutôt un combat aérien destiné à être le spectacle le plus divertissant depuis longtemps. Les participants arrivèrent dans le garage pour découvrir leur véhicule. Scarface fut déçu par sa vieille voiture alors que Gang-de était satisfait de son modèle correct et Jong était ravi d'une belle voiture de sport. Taedong doutait encore de son véhicule. Johan expliqua que l'absence d'une bonne voiture n'était pas nécessairement un handicap. Dans cette course sans règles, tous étaient libres de tout pour gagner. Certains commencèrent à personnaliser leur voiture avec des pièces du garage. Il fut clair que Johan cherchait à attirer des parieurs du dark web avec cette course et prévoyait d'organiser des événements similaires à l'international. Le lendemain matin, Jong proposa à Taedong une alliance, soulignant que tous les autres étaient déjà en binôme et qu'être seul garantissait presque la défaite. Si leur gain atteignait 5 milliards, elle ne souhaiterait qu'un appartement et laisserait le reste à quelqu'un d'autre. Jong était ravi de cela, se sentant enfin soutenu. Il avait décroché un coup de chance, car Taedong détenait une licence de mécanicien. De son côté, Gang-de ordonna à ses équipes de diviser les gains équitablement et de suivre ses directives sans questionner. Peu après, Gang-de se rendit auprès de Johan. Lorsqu'il rencontra le leader du crime organisé, il utilisa la flatterie pour proposer un partenariat en vue de gérer la situation. Il connaissait l'envergure de l'affaire et savait que Johan était le cerveau derrière, avec une autorité telle que même les gardiens de prison lui obéissaient. Gang-de proposa une collaboration durable et se montra prêt à être un allié précieux pour Johan. Cependant, Johan était bien informé des 18 condamnations antérieures de Gang-de pour fraude. Bien que Gang-de fût un expert en flatterie, Johan accepta l'offre. La rencontre suivante avec Deoksu fut encore plus spectaculaire. Cet homme balafré ne recherchait pas la récompense mais visait à transformer un criminel en or. À son mot, Johan l'encouragea joyeusement à agir à sa guise, tandis que Deoksu plaisanta en affirmant qu'il s'amusait davantage que le geôlier lâche. Pour Johan, le but n'était pas seulement de gagner, mais aussi de s'amuser. Au même moment, au garage, Young montrait fièrement sa voiture de sport à Taedong, qu'il inspecta et déclara qu'elle n'était bonne qu'à scraper, ne valant que par son esthétisme. Ailleurs, le numéro 4 menaça le numéro 6 avec une tronçonneuse pour s'emparer des clés et vola la voiture. Juste à ce moment-là, le chef de gang tatoué passa et fut témoin du vol. Il comprit que la loi n'avait plus cours ici. Alors qu'il prévoyait de voler un 4x4 appartenant à un gros bonze, un homme de main l'informa que le numéro 10 possédait une voiture sportive. Cela changea ses plans, et il ordonna que sa bande braque la voiture de Jong. En entendant les bruits assourdissants, Jong sortit pour voir le chaos du vol. Voyant la bande de gang arriver vers lui, il courut avertir Taedong et se positionna devant la porte. Cependant, Taedong était déjà à bord de la voiture et exhorta Jong à monter. Ils démarrèrent précipitamment, percutant Gang-ji qui s'écrasa sur le capot. Passant devant Deoksu, Jong fit un geste provocateur. Deoksu les poursuivit immédiatement. Ne voulant pas être distancé, le chef du gang monta dans une autre voiture et démarra vivement. À peine traversé-il le portail qu'ils furent arrêtés par le 4e véhicule du chef balafré, qui percuta son adversaire pour s'échapper rapidement, bien décidé à ne pas perdre Deoksu de vue. La voiture de Deoksu était juste derrière celle de Taedong. Jong incitait frénétiquement Taedong à accélérer encore plus fort. En hauteur, Johan et Doyon suivaient la course avec amusement. Voyant qu'il ne pouvait distancer Deoksu, Taedong fit soudain demi-tour, freinant brusquement pour ralentir la voiture adverse. Il réussit bientôt à s'échapper mais fut percuté par Deoksu, provoquant plusieurs tonneaux. La voiture dégagea un épais nuage de fumée. Avant qu'il puisse réagir, Deoksu était prêt à lui porter le coup fatal. Malheureusement pour Taedong, sa voiture s'était arrêtée. Dans ce moment crucial, la voiture de gang surgit et encaissa le choc à plein fouet. Grâce à cela, Taedong échappa de justesse. Dans cet instant précis, des coups de feu retentirent comme avertissement. Dans la salle de contrôle, Kyung applaudissait avec ardeur alors que Johan souriait discrètement, insinuant que la course principale devrait être encore plus divertissante. Il ordonna ensuite d'interrompre l'activité car un participant était blessé. Le problème était maintenant que la voiture sportive de Jong avait subi de graves dommages. Après quelques efforts pour la pousser, ils parvinrent enfin à la faire démarrer. Mais quelques mètres plus loin, elle explosa soudainement en flammes, générant terreur parmi eux. À cet instant, Taedong aperçut une pente abrupte qui s'étendait au loin, ignorant où elle menait. Le lendemain, il alla voir Johan, le chef d'un groupe criminel. En réalité, il n'avait rien à dire. Il voulait simplement observer l'usine abandonnée. Quand Johan lui demanda la raison de sa visite, Taedong haussa les épaules et répondit qu'il était juste curieux. Il comprit que le véritable but du patron n'était pas d'organiser une course. Les voitures étaient diverses, et le terrain ainsi que les règles ne convenaient pas. Pourquoi faisait-il cela? Au final, juste pour le plaisir. Johan lui demanda ce dont il avait besoin, et Taedong répondit vaguement qu'il lui fallait des vitamines. Un peu surpris, Johan envoya quand même quelqu'un chercher une boîte de vitamine C. Taedong la refusa, se contentant de contempler une plante en pot fané en disant qu'elle en avait davantage besoin. Il retourna ensuite dans sa chambre, numéro 9,
et commença à modifier sa voiture. Après avoir rapporté un tas de pièces de la voiture accidentée de John, il passa la nuit à souder avec enthousiasme. C'était le jour de la course officielle, et Gang D espérait bien prendre la tête. Interrogé par son subalterne, il déclara que même avec une épave, il pouvait gagner. À ce moment précis, le chef appela Gang D pour lui annoncer qu'il avait accepté leur offre de collaboration. En plus, il lui offrit un cadeau spécial sur la banquette arrière. Si la course s'annonçait ennuyeuse, autant la rendre palpitante. Gang D prétendit qu'il serait un fidèle serviteur de Johan, mais dès qu'il eut raccroché, il l'insulta en marmonnant. La course commença officiellement, les pilotes se dirigeant un à un vers la ligne de départ. Gang observa attentivement la voiture modifiée de Deox, la trouvant hideuse comme son propriétaire. En revanche, il loua celle d'un autre pilote qui avait investi beaucoup d'efforts. Dans les tribunes, Johan était prêt à retransmettre la course en direct pour les parieurs. Juste avant le départ, le rondouillard numéro 12 réussit à voler la voiture d'un autre concurrent. Le haut-parleur annonça les règles. Aucune règle stricte, le vainqueur serait le premier à franchir la ligne d'arrivée après 20 tours. Avant même le départ, Gang D ordonna à ses hommes d'éliminer un concurrent. Dès que les feux s'allumèrent, les voitures s'élancèrent à toute vitesse, sauf la numéro 11 qui sortait sans cesse de la piste. Pendant ce temps, la voiture numéro 2 prit la tête grâce à son moteur puissant. Mais alors qu'elle savourait sa victoire, son moteur explosa et elle perdit les freins, finissant sa course contre une barrière. Depuis les tribunes, deux jeunes maîtres exultèrent. Kyung avait parié sur la voiture numéro 9 de Tung, l'autre sur la numéro 6 de Deoksu. En même temps, Johan consulta le dossier de Tung et se souvint soudain qu'il était le passionné de bonsaï fantaisiste qu'il avait accusé injustement des années auparavant. Il ordonna aussitôt à Gang de détruire la voiture de Tung. La voiture de Gang Ji, la numéro 5, se rapprocha dangereusement de la numéro 9 qui réagit rapidement et effectua un virage serré pour semer son poursuivant. À ce moment-là, Deo dans sa numéro 6 les rattrapa. Gang B et Deoksu se précipitèrent alors pour coincer la numéro 9 sous leur roue. Deoksu s'empara d'un couteau pour attaquer Tedung mais découvrit avec stupeur que le conducteur n'était pas lui, mais Jong. Pendant ce temps, Tedung était déjà sorti du circuit au volant de la numéro 11. Lorsque Flycam repéra cette dernière, elle était vide. Tedung enfourcha une vieille moto et réduisit Flycam en morceaux. Do Kyung cria tricherie alors que Johan trouvait cela hilarant. Tedung ne prit pas la fuite. Il fonça droit sur Deoksu qui se jeta aussi sur lui dans un accès de rage. En même temps, la 5e moto de Gang se précipita vers eux et les deux attaquèrent simultanément lorsque soudain Tedung surgit au-dessus d'eux comme dans un film d'action. Voyant cela, Deoksu monta aussitôt sur sa moto pour le poursuivre. Deoksu et Gang se retrouvèrent tous deux à la poursuite de la moto de Tedung, et Johan rappela à Gang d'utiliser son arme, un pistolet. La scène, digne d'un film hollywoodien, prit une tournure inattendue lorsque Tedung se réfugia rapidement dans une usine, échappant facilement à ses deux poursuivants. Johan exhorta Gang à agir vite, tandis que Tedung attacha une bonbonne de gaz à l'arrière de sa voiture avant de repartir en trombe. Gang le poursuivit, tirant sans relâche, mais Tedung esquiva habilement chaque balle. Le public était captivé par cette fusillade réaliste. Tedung fit un écart brusque qui fit éclater un pneu de la voiture de Gang à cause de la bonbonne de gaz. La voiture se retourna aux abords de Tedung, mais Gang réussit à freiner à temps pour éviter que le véhicule ne lui passe dessus. Do Kyung exprima sa joie en assistant à cette scène palpitante. Dans ce moment fort, Johan décida de changer les règles du jeu. Celui qui capturait la moto gagnerait le double de la récompense, portant la valeur de Tedung à 10 milliards. Les pilotes se lancèrent à sa poursuite, notamment Deoksu avec son visage balafré. Mais avant que Tedung ne s'échappe, Deoksu le percuta violemment avec sa voiture, le projetant au sol. Armé d'un couteau, Deoksu blessa Tedung, mais celui-ci lui fit face avec courage, le plaqua au sol et lui mit le couteau sous la gorge. Pendant leur lutte, une autre voiture fonça sur eux. Numéro 8 émergea pour affronter Tedung, mais fut poignardé par Deox. Tedung repoussa alors Deoksu d'un coup de pied, mais une voiture numéro 8 l'envoya valdinguer. Tedung esquiva l'impact mais fut percuté par la voiture numéro 1 peu après. Numéro 4 se précipita pour l'attraper mais fut terrassé. Profitant de l'étourdissement de Deoksu, Tedung lui donna un coup de pied à la tête, écartant toute nouvelle menace immédiate. Furieux, Johan prit son fusil de précision et s'approcha pour viser Tedung. En contrebas, numéro 4 qui essayait d'intervenir fut abattu d'une balle dans la tête par Johan. Johan visa alors à transformer Tedung en trophée. Blessé, Tedung esquiva les tirs en se roulant au sol et profita du rechargement du fusil pour s'échapper sur sa moto. Mais il fut bientôt poursuivi par une autre moto et dut éviter les tirs de Johan tout en évitant le numéro 7. Johan tenta d'abattre le serpent vert pour qu'il tombe sur Tedung mais manqua, touchant l'autre moto à la place. À cet instant critique, Tedung s'arrêta brusquement pour laisser un drone filmer son visage de près. Seul à ce moment-là, Johan comprit que Tedung visait une longue pente tout près d'eux. La veille déjà, ce dernier avait inspecté où menait cette route. Cependant, les deux voitures accidentées bloquaient désormais la descente. Tedung lança alors un bidon de gaz sur les véhicules provoquant une explosion spectaculaire et un amoncellement de débris. Devant lui gisait un tapis de grenades, mais il accéléra à travers les flammes et s'engagea sur la piste. Juste après sa sortie de la rampe, Johan le prit pour cible et essayant de le frapper. Heureusement pour lui,
Il ne fut que légèrement blessé par la grenade avant de tomber dans la rivière. Il nagea péniblement jusqu'à la rive durant la nuit. S'introduisant discrètement dans une maison, il vola des vêtements pour remplacer les siens puis courut sans relâche jusqu'à atteindre la ville sous une pluie battante. Exténué, il parvint à ramper jusqu'à la boutique électronique de son oncle Young 11 où il s'évanouit à peine arrivé sur le seuil. Young 11 le recueillit et soigna ses blessures avec soin. Parallèlement, Johan était irrité contre ses collaborateurs pour avoir laissé filer Tedung. Le directeur de prison s'inquiéta des répercussions auprès des autorités supérieures. Johan conseilla à Tedung de simplement déclarer que les prisonniers avaient péri dans un accident de gaz. Concernant le prisonnier évadé, Tedung reçut l'ordre de ne strictement rien divulguer aux médias. Le lendemain matin, Tedung se réveilla en sursaut après un cauchemar. L'oncle Yang Xish fut soulagé de voir son frère sain et sauf. Il expliqua avoir tenté à plusieurs reprises de lui rendre visite, mais on lui refusait toujours l'accès, ce qui l'inquiétait profondément. Bien qu'il ignorât les intentions de son frère, il décida de rester sur place pour l'instant. S'il était découvert, il pourrait prétexter avoir été menacé. Quelques jours plus tard, Tedung rendit visite à son frère, et leur père trouva l'adresse de l'avocat Kim Sang-rak. Ce soir-là, Tedung tendit une embuscade à Sang-RC au pied de son immeuble et le suivit discrètement dans les escaliers. Sang-RC devina qu'il était suivi, changea de direction et appela à l'aide. Cependant, les pas continuaient à le poursuivre, le plongeant dans la panique. Lorsque Sang-RC crut avoir échappé à son poursuivant, Tedung apparut. Tedung le frappa violemment dans une pièce et lui asséna 2 autres coups. Malgré la violence, Sang-RC n'osa toujours pas révéler l'identité du cerveau derrière tout cela. Tedung fouilla sa mallette et y découvrit un dossier concernant une jeune fille nommée Suzung. Après avoir été agressé, Sang-RC avoua finalement que Suzung était la prochaine victime, car il prévoyait de fabriquer des preuves à son sujet. Lorsqu'un crime impliquant l'incinération d'un corps est commis, les complices s'emploient à trouver un bouc émissaire. Ils rassemblent tous les objets liés à la victime, des déchets aux mégots de cigares, et les laissent sur les lieux du crime. Ils avaient tendu un piège similaire. À cet instant précis, un criminel surgit pour attaquer Tedung sans relâche. Tedung comprit que cet homme était le médecin qui lui avait injecté du poison en prison. Ils s'engagèrent dans un combat acharné que Tedung remporta. Soudain, l'avocat attrapa un bâton et frappa Tedung, qui se défendit avec un crayon avant de fracasser la tête de l'avocat contre la table en criant « Tu as transformé ma sœur en or, n'est-ce pas ?» À cet instant, le criminel lança une bombe dans la pièce et claqua la porte. Tedung réussit tout juste à saisir le dossier avant de sauter par la fenêtre. Il atterrit sur une voiture en contrebas, se releva malgré la douleur et courut se mettre à l'abri. Pendant ce temps, Johan, qui s'entraînait au sabre avec d'autres combattants, réalisa que Tedung avait un talent indéniable et une cruauté sans faille. Un certain directeur lui signalait la situation, incitant Johan à agir immédiatement. Le criminel savait qu'il allait être réduit au silence à l'approche de Johan et tenta en vain de se défendre. Johan le frappa plus d'une douzaine de fois en quelques secondes. Après avoir mis ses adversaires hors d'état de nuire, Johan poursuivit sa violente attaque contre A. Il appela alors à l'aide. L'inspecteur Hang Ginuk fut accusé de corruption mais les charges tombèrent. Quelqu'un avait délibérément conspiré contre lui, mais en échange, Inuk fut contraint d'accomplir une tâche impliquant le numéro 5283. Une voiture immatriculée 5283 attendait dehors. En Johan, un homme dérangé, y était assis. En Johan promit d'aider Inuk à résoudre ses problèmes disciplinaires s'il retrouvait quelqu'un pour lui. Après avoir écouté Tedung raconter ses découvertes, l'oncle Yang Xish fut profondément ému et le serra dans ses bras. Il était désolé pour Tedung qui avait traversé tant d'épreuves. Tedung se sentait chanceux d'avoir un ami aussi fidèle. Le directeur Shin Koran souhaitait interroger les prisonniers survivants pour enquêter sur la disparition de Tedung. Cependant, le surveillant rejeta cette idée, affirmant que la décision finale appartenait au directeur. Lorsque Shin Koran s'approcha pour interroger un suspect, ce dernier lui ordonna de ne pas mener d'enquête et de se concentrer uniquement sur le soutien à Ing dans sa quête pour retrouver Tedung. Lors de l'inspection de la cellule de Tedung, Shin en découvrit à quel point il était tourmenté par l'affaire qui l'avait conduit en prison. Son comportement laissait penser que Johan n'était pas une personne de confiance. La prochaine cible de Johan était Sudung, une propriétaire de salon de coiffure en difficulté financière avec une fille asthmatique. Johan projetait un piège pour Sudung, ignorant que Tedung la surveillait également en secret. Pour confondre ses poursuivants, Tedung demanda à son oncle Yang Xish des pièces pour fabriquer une caméra cachée. Fort de ses compétences techniques acquises en prison, Tedung surpassait même celles de son oncle. Ce soir-là, Yang Xish sortit une liasse de billets cachés dans une enceinte et la remit à Tedung, qui hésita avant d'accepter à contre-cœur. Intrigué par la cachette de l'argent, il interrogea Yang Xish, qui confessait une peur du vol. Tedung fabriqua alors des caméras miniatures qu'il installa autour de la maison de Sudung. Les images de surveillance furent ensuite visionnées par ABG sur 3 écrans dans leur magasin. Soudain, surpris par un bruit suspect, Tedung découvrit la fille de Yang Xish fouillant dans l'argent. Pensant avoir affaire à un voleur, il exigea qu'elle remette l'argent à sa place. Elle résista obstinément, et il la maîtrisa au sol. À cet instant, Yang Xish rentra chez lui et découvrit sa fille à terre, tandis que Tedung se vantait d'avoir attrapé un voleur. Yang Xish présenta sa fille à Tedung, mais elle se montra brusque et indifférente envers son propre père, plongeant Tedung dans la perplexité. Elle l'emmena dehors pour une conversation privée,
réclamant en réalité de l'argent pour garantir sa discrétion. Tedung céda docilement les billets, mais elle s'en empara brusquement avant de le frapper en représailles. Le choc du coup le laissa abasourdi. Il se souvenait pourtant d'un calme parfait en prison. Pendant ce temps, l'avocat Sanjissé avait trouvé une fin tragique dans l'explosion, ce qui faisait porter le blâme injustement sur Tedung dans le récit d'Ing. Une caméra avait capturé une silhouette ressemblant étrangement à Tedung près du lieu du crime. Cependant, Shin Hoan restait convaincu de son innocence et se refusait à croire qu'il pouvait être impliqué. Ingu choisit donc d'interroger Young X, ancien compagnon de cellule de Tedung. Peu après, Tedung observa des individus suivre Sudung avec des méthodes suspectes. Notamment, un motard semblait la traquer constamment sur la route, manipulant probablement son suivi GPS pour faire croire qu'elle détenait le téléphone de la victime. En réaction immédiate à ces événements, Sudung se précipita vers sa moto pour se préparer à intervenir, tandis que Johan examinait la scène de crime. Ayant planifié de piéger Sudung en substituant les armes du crime par ses ciseaux à cheveux, il était sur le point d'exécuter son plan final. À cet instant décisif, Tedung se précipita vers le salon de coiffure mais n'y trouva que la fille de Sudung. Celle-ci révéla que sa mère était partie rendre un téléphone oublié par un client. Heureusement, une note mentionnant l'adresse du client offrit à Tedung une piste, un grand centre commercial. Il y fonça sans attendre dans sa voiture. Simultanément, l'agent de police Inu accompagna Shin Hoan au magasin d'électronique de Yang Xich pour l'interroger sur la disparition récente de Tedung. Malgré son caractère timide et doux, Yang Xich trahissait son anxiété face aux pressions constantes des enquêteurs. Bien qu'il eût refusé d'avouer quoi que ce soit, Inu insista pour examiner l'arrière-boutique. Par hasard, en ouvrant la porte, ils tombèrent sur Bi en pleine action. Cette jeune fille au tempérament intrépide défia immédiatement les intrus en leur demandant leur identité et leur intention en piétinant ainsi chez les autres. Observant l'agressivité de Shin Hoan, celui-ci entraîna Ing à l'extérieur. Même l'oncle Yang Xich fut écarté par Bi. Shin Hoan s'excusa auprès de son oncle, promettant de ne jamais recommencer, mais l'oncle lui conseilla de ne pas revenir. Pendant ce temps, la coiffeuse Sudung se présenta au lieu convenu pour rendre le téléphone, comme demandé par son interlocutrice. Elle ignorait être filmée lorsqu'elle le remit à une jeune fille prétendant en être la propriétaire. À cet instant, une moto surgit et le téléphone fut arraché de ses mains. C'était Tedung. Il s'échappa à vive allure, ne laissant aucune chance aux malfaiteurs. Johan reçut un rapport immédiat concernant le vol du téléphone et, en proie à une colère intense, brisa une statue, faisant tomber une arme du crime, un couteau. Il apparut que le téléphone appartenait à une pianiste, victime du même meurtre. Il avait été placé délibérément chez Sudung pour l'incriminer, tout comme Tedung. Anticipant leurs mouvements, Tedung prédit qu'il chercherait à récupérer le téléphone. Ce soir-là, il appela le dernier numéro enregistré, exigeant une rançon. La femme au bout du fil, bien que furieuse, accepta de payer. Au rendez-vous, Tedung lui ordonna par téléphone de remettre l'argent au livreur et de récupérer le téléphone dans une boîte aux lettres derrière un bâtiment. Le téléphone était trop important. Malgré sa contrariété, elle dut obtempérer. Après avoir repris le téléphone, elle s'engouffra dans un taxi et partit. Cela suffisait à Tedung pour la suivre immédiatement. Pendant ce temps, dans leur entrepôt, Johan fulminait contre son subordonné pour avoir perdu le téléphone. L'homme affirma avoir envoyé quelqu'un le récupérer, ce qui n'a fait qu'exacerber la colère de Johan. Mais avant qu'il ne puisse se défendre, une femme le frappa violemment à la tête, entraînant sa décapitation instantanée. Johan lui confia une mission pour la nuit. Tedung la suivit jusqu'à un entrepôt où se trouvait la rançon. Il neutralisa un employé et revêtit son uniforme pour infiltrer le bâtiment. Cet entrepôt servait à collectionner, stocker et éliminer les biens des victimes. Ces objets étaient ensuite utilisés pour fabriquer de fausses preuves. Tedung sortit son téléphone pour enregistrer ses preuves, mais en plein tournage, son téléphone sonna. C'était son oncle Yang Xich, signalant que Tedung était en danger et lui ordonnant de venir immédiatement. Malheureusement, la sonnerie révéla sa position et le personnel se mit à le poursuivre. Sudung s'enfuit en courant et réussit à s'échapper. Au même moment, une femme armée verrouilla le salon de coiffure où elle était entrée. Prise de panique face au couteau brandi, Sudung tenta de détourner son attention vers la caisse enregistreuse, mais l'intrus s'installa calmement en demandant une coupe de cheveux. Tentant de feindre un appel téléphonique, Sudung se trouva contrainte par la menace sur sa fille. Elle tenta alors d'attraper des ciseaux en guise de défense, mais fut dépassée par la rapidité de l'agresseur qui l'écrasa au sol et l'immobilisa. Au moment critique, Tedung fit irruption à moto et engagea un combat physique avec son adversaire. Rapide et habile, elle lança un couteau touchant Tedung à la cuisse. Il réagit en saisissant un plateau pour se défendre tandis qu'elle ripostait avec 2 barres de fer, l'assaillant violemment. Malgré les assauts, Tedung résista et repoussa l'attaque. Soudainement, elle aspergea ses yeux avec de la laque avant de tenter une nouvelle agression. Toutefois, déterminée, Tedung contre-attaqua et l'envoya au sol juste avant que les sirènes de police n'éclatent dans l'air, forçant sa fuite précipitée. Son oncle Yang Xich avait appelé la police juste à temps. Johan observa les caméras, identifiant clairement Tedung comme l'intrus de l'entrepôt. Loin d'être irrité, il était amusé par l'audace de Tedung. À cet instant, Dokien et son fils, Johan, arrivèrent après avoir appris que le bouc émissaire de Dokien s'était échappé de prison. Pourquoi mon bouc émissaire est-il en liberté ? Et se demanda-t-il. Malgré l'intensité de la situation,
Johan affirma calmement qu'il n'y avait pas de raison de paniquer. Son père lui rappela les importantes sommes d'argent qu'il avait reçues, l'exhortant à prendre ses responsabilités et à régler les problèmes dans un délai d'une semaine. Doyen, considérant Johan comme un simple subalterne, se vanta qu'il pourrait aisément détruire la statue de Tedung et demanda un remboursement. Sur les conseils de son père, il décida de s'éclipser temporairement à l'étranger pour laisser la situation se calmer. Johan, mécontent de l'homme qui l'avait aidé à éviter la punition, fit face à un retournement des rôles. Au moment où Tedung et Doyen s'opposaient à lui, l'idée lui vint d'apaiser les tensions avec des présents. Bi pénétra alors dans la chambre de Tedung, découvrant par hasard son tableau de bord et écran de surveillance. À cet instant, l'oncle Yang Xich retourna avec Sudung et sa mère, ce qui ajouta à la confusion. Tedung présenta à Sudung un dossier provenant des passeurs qui contenait des informations personnelles, notamment concernant l'asthme de sa fille. Yang Xich suggéra qu'elles avaient besoin d'un endroit sûr pour se cacher, mais Sudung avoua ignorer où aller et tous se tournèrent vers Bi. Celle-ci les abrita chez elle, offrant l'accueil dans la chambre de sa meilleure amie. Bi, avec son allure un peu dure, s'avéra d'une grande bonté. Grâce à elle, Yang Xich réussit à retrouver la trace de sa fille. Voyant Bi fumer, Xdung s'empara de sa cigarette sous prétexte que sa fille souffrait d'asthme. L'homme ordonna à Tedung de quitter la maison avec sa mère si ses intentions restaient inconnues. N'ayant pas d'autre choix que de se plier aux exigences, Tedung partagea qu'il avait été injustement accusé de transformer les gens en or et détenu à vie. Cette révélation toucha la jeune fille au franc-parler qui ressentit soudainement de la compassion pour lui. Bi contacta ensuite son père pour lui fournir son numéro au cas où. Tedung s'interrogea sur le stress apparent de son oncle lors de cet appel inattendu de sa fille qu'il n'avait pas entendu depuis un détour tragique. De retour chez elle, Tedung vit aux informations qu'un pianiste avait été attaqué et que le suspect s'était volatilisé immédiatement après. Ni elle ni Sudung ne savaient que pendant ce temps, Johan avait déjà trouvé un nouveau bouc émissaire. Johan informa fièrement le ministre qu'il avait embauché que tout se déroulait comme prévu. Enragé, Tedung se précipita vers l'entrepôt de Johan. Là, il découvrit un véritable carnage. Tous avaient été réduits au silence par des coups meurtriers, y compris celle qui lui avait pris son téléphone plus tôt. Au centre du chaos, sur le tapis roulant, apparut une tête tranchée maintenue par une attelle, celle du médecin démoniaque. Choqué, Tedung remarqua aussi les photos prises sur le vif de lui et Sudung, ainsi qu'une enveloppe d'argent destinée à Park Tedung. Enragé, il rejeta cette enveloppe. Soudainement, un message apparut à l'écran indiquant que le cadeau y avait été livré au véritable responsable, Bung. Tedung devait maintenant le localiser. Johan avait orchestré une manipulation pour pousser ses ennemis à s'entre-déchirer. Sous le choc des révélations sur l'écran géant, où coulaient des larmes virtuelles, il lut « Le cadeau est arrivé », suivi d'une information choquante révélant Bung comme le véritable coupable. La chasse démarra. Le compte Instagram de Jo Kung était devenu public et sa story révélait qu'il faisait la fête à Busan. Pendant ce temps à Séoul, un officier notoirement célèbre approcha les proches de Tedung dans un garage, simulant une préoccupation, il questionna Han sur ses contacts récents. Les amis racontèrent honnêtement qu'ils avaient rendu visite à Tedung en prison à plusieurs reprises, mais ce dernier refusait toujours de les voir. Convaincu de l'innocence de Tedung, il demeurait résolu à le protéger. Ne tirant rien de ces échanges, Inan laissa sa carte de visite et rentra chez lui. Au même moment, le gardien Shin en reçut un coup de fil d'un numéro inconnu. C'était Tedung à l'autre bout, demandant ce qui se passerait s'il révélait l'imposteur et la personne concernée. Avant que Shin ne puisse réagir, Inan, méfiant, lui arracha le téléphone. Tedung, percevant cela, retira immédiatement ses écouteurs. Malheureusement, une annonce dans une gare routière indiqua que Tedung se trouvait à Busan. Au même moment, le chef de gang Sang du punissait un sous-fifre traître. En dépit des supplications de cet homme à genoux, il fut finalement roué de coups et perdit connaissance. Il s'avère que Sang n'est pas simplement un gangster notoire, mais aussi affilié à la bande douteuse de Doyen. Il cherche à gagner ses faveurs pour investir ensemble dans un luxueux bar. Dans un magasin d'électronique, l'oncle Yang Xich est très préoccupé, incapable de joindre Tedung. Voyant l'anxiété de son père, il lui propose d'aller à la prison pour obtenir des informations. Le prêtre leur révéla que Tedung n'avait jamais été arrêté ni détenu là-bas. Ubi se rappela soudain du téléphone que son père avait offert à Tedung et se précipita dans un magasin de téléphonie pour déclarer la perte et demander une localisation. Grâce à cela, ils découvrirent où se trouvait Tedung et partirent aussitôt pour Busan. Cependant, Tedung n'était pas dupe. Il vérifia également discrètement la position des téléphones de l'oncle Yang Kong et de son fils, constatant qu'ils étaient tous deux à Busan. Tedung était donc certain que cette aventure aboutirait à l'attraper. Pendant ce temps, Shintan resta discret au sujet des paroles échangées avec Tedung. Ce dernier cherchait en réalité la personne qui avait transformé quelqu'un en or. Il reçut aussi un message de Tedung avec l'adresse et le code d'un casier à la gare de Busan. De retour auprès du boss Johan, celui-ci assistait avec sa famille à une cérémonie commémorative pour ses parents dans un temple. Tandis que tous s'inclinaient en prière, Johan demeurait impassible. Son oncle psychiatre fit preuve d'une solennité en toc, le réconfortant et l'encourageant à se libérer des fardeaux du passé et ne pas porter la culpabilité qui pesait sur lui depuis la disparition de ses parents 10 ans plus tôt. Après la cérémonie, la tante Cupide réclamait sa part d'héritage et, tout en restant polie,
invita Johan à une réunion familiale. Johan accepta poliment devant elle mais, en privé, il confia à sa nourrice aveugle que sa famille n'était qu'une bande d'hypocrites comparables à des serpents prêts à le dévorer. Il invita sa nourrice à dîner mais elle déclina pour des raisons personnelles. Un massacre sanglant se tramait. Elle envoya une complice chinoise sans scrupule éliminer les proches de Johan pendant le repas. La cruelle réalité apparut. Cette nourrice était la mère biologique de Johan et la famille le méprisait pour ses origines entachées. Johan ne pouvait se confier qu'à sa nourrice. Une nuit, il s'introduisit dans sa chambre et lui versa du mercure dans les yeux pour qu'elle perde la vue à jamais, l'empêchant ainsi de le quitter. Ironiquement, elle ne lui en tint pas rigueur. Elle voyait cela comme une preuve d'un amour intense, un duo mère-fils véritablement pervers. À cet instant, la mère de Johan décida de venger son fils en s'en prenant à la vieille femme cupide. Sur le chemin du retour vers Busan, Do-kyung, au volant comme un fou, manqua de renverser une jeune fille sur la route. Submergée par une fureur aveugle, la jeune fille se mit à hurler, inconsciente qu'elle affrontait un adversaire redoutable. Do-kyung sortit silencieusement de sa voiture et commença à la frapper violemment. Song-du, le chef de gang, dut se battre pour l'arrêter et l'éloigner par la force. Pendant ce temps, Tae-dung avait furtivement observé l'intégralité de la scène. Il les vit embarquer sur un yacht de luxe pour poursuivre leurs festivités et décida de s'y introduire discrètement. Une fois qu'il eut aperçu Kyung, Tae-dung alluma son enregistreur, prêt à le piéger en l'incitant à parler de Na, la victime de ses agressions passées. Do-kyung, téméraire et sous l'emprise de l'alcool, avoua tout sans retenue. Il riait en se vantant, proclamant que Tae-dung n'était rien d'autre qu'un pion. Malgré ses preuves accablantes, Tae-dung fut encerclé sur le champ. Do-kyung ordonna alors à ses hommes de l'attaquer. Tae-dung se lança dans une bataille contre la bande, réussissant à les neutraliser. Face à l'impuissance de ses subordonnés, Do-kyung prit les choses en main et infligea à Tae-dung une pluie de coups violents, le laissant humilié et inconscient. À Séoul, Johan triomphait en apprenant l'accident tragique qui avait éteint les anciens de sa famille. Il apparut que la nounou avait mis le feu pour effacer les preuves et maquiller le tout en un accident parfait. Kyung appela ensuite Johan pour lui annoncer qu'ils avaient attrapé Tae-dung comme bouc émissaire. Johan, bien qu'agacé par la facilité avec laquelle Tae-dung avait été piégé, accepta à contre-cœur de rendre l'argent volé. Au même moment, Bi et son père arrivèrent au quai pour rejoindre Tae-dung rapidement. Sur le yacht, Sang dut festoyer avec les jeunes fortunés lorsqu'il apprit que la police se rapprochait, visant Tae-dung. Sang dut tenta de les arrêter mais l'officier Ing gardait fermement ses troupes en ordre pour une fouille minutieuse. En parallèle, Kyung essaya en vain de convaincre deux jeunes filles de participer à un rituel dérisoire pour brûler de l'encens et apaiser Tae-dung. Elles refusèrent fermement et furent brutalement agressées. Sang dut avertir alors Kyung de l'arrivée imminente de la police. Sur les quais, l'oncle Yang-sich remarqua un garde empêchant l'accès au yacht. Profitant d'une diversion, il s'introduisit discrètement pour sauver Tae-dung. Tandis que Yang-sich conduisait Tae-dung à l'abri, il croisait Shin Han, directeur de prison, qui reconnaissait les difficultés de Tae-dung mais insistait sur le fait que ce n'était pas la bonne solution. Yang-sich se dressa pour protéger son neveu, affirmant que s'il voulait vraiment aider Tae-dung, il devrait les laisser partir. Avant qu'il ne puisse fuir, l'officier Ing surgit mais fut assommé par Bi avec un extincteur. Cela permit à Yang-sich et Tae-dung de s'échapper tandis que Bi couvrait leurs arrières. Ils montèrent précipitamment dans une voiture qui conduisit Tae-dung chez sa meilleure amie pour sa sécurité temporaire. Voyant Tae-dung sombrer d'épuisement, Shin Han fut pris d'un regard attendri. Peut-être que cette jeune fille malchanceuse développait des sentiments pour lui. Le lendemain matin, selon les indications laissées par Tae-dung, Shin Han se rendit aux consignes de la gare routière. Il y découvrit une boutique renfermant des documents et des photos incriminant Bae-jung, des preuves essentielles recueillies par Tae-dung. Pendant ce temps, Kyung s'emportait contre Sang-du pour avoir laissé s'échapper Tae-dung. Sang-du répondit en ricanant, promettant avec assurance qu'il retrouverait Tae-dung. Plus tard, Do-kyung contacta Johan, soupçonnant son intervention pour secourir Tae-dung et éviter ainsi un remboursement. Johan réagit avec un léger rire amusé, réalisant que Tae-dung n'était pas simple d'esprit et que leur jeu n'en était qu'à ses débuts. Tae-dung retourna à la boutique d'électronique de son oncle Young-han. Ses yeux brillaient de détermination alors qu'il travaillait diligemment sur de nouveaux gadgets, se préparant à affronter ses ennemis. Il créa un pistolet à clous impressionnant, marquant le début d'une quête de vengeance. Parallèlement, Doyen publiait stratégiquement des stories, visant à attirer Johan dans un piège. Dans un restaurant chic, Johan se fit passer pour un ami de Doyen afin de discuter avec sa mère. Lorsque le père arriva, Johan lui signala calmement qu'un détenu évadé observait son fils. Il utilisa l'occasion pour proposer ses services de consultant en sécurité, cherchant à intimider toute la famille. Cependant, le député B ne se laissa pas duper. Il répondit sèchement que Johan se contentait d'effacer les traces, et cette fois-ci, il s'en chargerait personnellement. Cette nuit-là, sa réponse ne tarda pas. Une bande de malfrats masqués encercla silencieusement le manoir de Johan. Malheureusement pour eux, ils avaient visé la mauvaise cible. Johan brandit son épée et affronta les intrus dans l'obscurité. Pendant ce temps, Tae-dung était en discussion avec son oncle Young-han. Pour la première fois, l'oncle évoqua son passé douloureux. Autrefois, il avait une forte consommation d'alcool. Un jour où il rentra ivre, il se disputa avec sa femme. Dans un accès de colère, il jeta son cigare au sol avant de partir précipitamment. À son retour, la maison était en flammes. Ce n'est pas tant l'incendie qui le hantait, mais sa lâcheté d'alors,
quand il craignit d'entrer pour sauver sa femme. Les années passèrent, pleines de tourments et de remords. Tedung, connaissant bien son oncle, affirma qu'il n'avait jamais douté de lui. Pendant ce temps, Johan contacta l'inspecteur Inguk sans se soucier vraiment des détails. Il était bien plus intrigué par la relation entre Tedung, Young-11 et son père. Il ne comprenait pas pourquoi Bi aidait un homme indirectement responsable de la mort prématurée de sa mère ou pourquoi ils risquaient tous leur vie pour Tedung. Alors que Tedung vérifiait son pistolet à clou fait main, Bi l'invita à prendre le petit déjeuner. Son ami la taquina en disant qu'elle était tombée sous le charme de Tedung. Elle-même avoua ressentir un émoi en sa présence. Gênée, Bi prétexta une course pour acheter des cigares et s'éclipsa rapidement. À l'épicerie, elle rencontra par hasard Ing qui mentionna avoir localisé le téléphone de Tedung. Elle tenta de s'éclipser discrètement, mais Ing la rappela. Heureusement, sans la reconnaître, il lui demanda simplement si elle avait aperçu quelqu'un ressemblant à la photo qu'il montra. Répondant avec désinvolture, elle partit brusquement. Peu après, Inguk remarqua que le tatouage dans le dos de Bi ressemblait étrangement à celui de la fille de Young-11 et ordonna une poursuite immédiate. Bi prit la fuite à toute allure, roulant dangereusement sur le trottoir pour semer la police. Une fois en sécurité, elle rapporta l'incident à Tedung et à son père. Quand la police arriva, Bi et son père étaient déjà partis sur leur moto pour détourner l'attention des forces de l'ordre, permettant à Tedung de s'échapper discrètement. Lorsqu'ils fouillèrent la voiture de l'oncle Young-11, Tedung avait déjà disparu. Imperturbable, nettoyait le pare-brise avec une nonchalance provocatrice qui exaspérait les policiers. Plus tard, face au gardien de prison Chin-Han, une question surgit. Quel Paredung cherchez-vous ? Un homme impitoyable capable de transformer les autres en objets précieux s'est échappé de prison tandis que deux innocents tentent de prouver leur innocence. Tedung réussit à semer les policiers pour l'instant, mais le danger restait palpable et réel. Quand l'oncle Young-Sich et son fils revinrent chez eux, ils découvrirent que leur ami avait été attaqué par Johan. Celui-ci leur demanda combien Tedung les avait payés pour risquer leur vie. Face à leur silence, Johan ranima de douloureux souvenirs en se moquant de l'oncle Young pour avoir brûlé le corps de sa femme devant Ubi. Hors d'elle, Ubi l'attaqua. Bien que forte, Ubi ne pouvait rivaliser avec le puissant Johan. L'oncle Young-Sich tenta de protéger sa fille, mais fut également battu sauvagement. Après s'être amusé à leurs dépens, Johan quitta les lieux froidement. Pendant ce temps, Tedung reçut un défi de Jo-Kyung pour un 9e round, prévu à 21h ce soir-là. Tedung arriva alors au point de rendez-vous où Jo-Kyung et la bande de Sang-Du l'attendaient. Il demanda à Jo-Kyung de payer pour ses crimes, mais celui-ci rejeta la faute sur Johan, refusant toute responsabilité. Sans attendre davantage, Tedung sortit son pistolet à clous, prêt à riposter, mais fut interrompu par l'intervention de la bande de Sang-Du. Encerclé, Tedung lutta au corps à corps tout en tirant sur Do-Kyung, mais son arme manqua de munitions. Du profita de l'occasion pour ouvrir le feu, permettant la fuite de Do-Kyung. Bien que subissant les attaques de l'homme aux cheveux longs, Tedung parvint à prendre le dessus en piégeant sa jambe avec une caisse en bois, neutralisant ainsi son adversaire. Il récupéra une arme et poursuivit Jo-Kyung. Doyen, paniqué à la vue de Tedung, sauta dans sa voiture et s'enfuit. Tedung enfourcha sa moto, suivi par Sang-Du et sa bande. Alors que Do-Kyung filait à vive allure dans un tunnel, Tedung démontra ses talents de conducteur tout défilant entre les voitures. Sang-Du et ses hommes tirèrent sur lui, mais Tedung esquiva habilement. À court de munitions, il accéléra et parvint à rattraper la voiture de Jo-Kyung. Soudainement, Jo-Kyung accéléra pour l'encastrer, mais Tedung réagit en roulant le long des parois du tunnel. Alors que Sang-Du et sa bande tentaient d'intervenir, Tedung prit le contrôle de leur véhicule et neutralisa chacun d'eux méthodiquement. Sang-Du sortit une arme, mais fut éliminé avant de pouvoir tirer. Tedung s'occupa du conducteur et poursuivit Kyung. Les deux camps échangèrent des centaines de tirs sans vainqueur clair. Dans une manœuvre audacieuse, Tedung recula pour percuter la voiture de Yok-Kyung, la projetant en avant. En sortant du tunnel, un camion apparut. Tandis que Tedung l'évitait habilement, la voiture de Kyung fut percutée violemment. Ne recevant aucune réaction de sa part, Tedung le sortit du véhicule pour le faire parler. Cependant, Kyung était déjà mort avant de pouvoir dire quoi que ce soit. Son téléphone sonna et Johan exprima sa satisfaction que Tedung ait découvert le piège enlacé à Kyung. Johan proposa alors à Tedung un marché alléchant. Il lui offrit 5 milliards de soldes effaçant son casier judiciaire en échange de son allégeance. « Je vous fais cette proposition par admiration sincère », dit-il. Mais Tedung refusa fermement. « Pouvez-vous remonter le temps, redonner vie à mon frère ?» cria-t-il en promettant de traîner Johan en enfer pour ses crimes. Avec un sourire en coin, Johan avertit que leur prochain affrontement n'était pas que des mots vides. Peu après, il se rendit chez le député B pour consumer leurs cendres. Avant le coup fatal, Johan dévoila un sombre secret. À 16 ans, il avait brûlé les cendres de ses parents après avoir appris qu'ils léguaient leurs biens à un temple plutôt qu'à lui. Dans une rage meurtrière, il les poignarda brutalement avant qu'un évadé condamné soit accusé et brûlé par la police. Cet événement lui donna l'idée d'exploiter des affaires similaires. Après cette confession glaçante, Johan mit fin au règne du député Biche sans pitié. Peu de temps après, l'équipe de nettoyage est arrivée. Quelques jours plus tard, Johan s'est rendu chez son oncle Young-Sik. Il a joyeusement brûlé la photo du père et du fils, se demandant quelles seraient les prochaines actions de Tedung dans ce jeu dangereux. À ce moment-là, Young-Sik et son fils se préparaient à rentrer à Séoul.
Brusquement, le policier corrompu Ying a fait arrêter l'oncle, le soupçonnant d'être impliqué dans le meurtre du député Bish. À la gare routière, Bang Gohang a appris l'arrestation de son oncle. Malgré ses efforts pour rester optimiste, la police a accusé Yang Sik de menaces et d'extorsion contre le député Bish. La situation paraissait similaire à lorsqu'on avait piégé Tedung. Les preuves étaient accablantes. Le papier utilisé pour une lettre de menace et l'ADN de la victime avaient été retrouvés chez lui. De plus, l'ADN de l'oncle était présent sur les lieux du crime. Son avocat, Kang, a rapidement abandonné sa défense. Sachant qu'il avait été piégé, l'oncle ne craignait que pour sa sécurité. Ying a menacé de l'accuser de complicité, ce qui a rendu Yang Sik furieux. Profitant de la situation, Ying a proposé d'épargner B si l'oncle avouait. Tedung s'est rendu dans un magasin d'électronique à la recherche d'un B, mais elle n'était pas là. Il a remarqué une caméra de surveillance bien visible, constatant que Johan cherchait délibérément à le provoquer. Dehors, il a entendu du bruit et a découvert qu'un effaçait des injures écrites à l'encontre du défunt sur la vitrine. Un B pleurait, craignant que son père ne retourne en prison après avoir été accusé à tort. Tedung a insisté sur le fait que tout était de sa faute et a juré de trouver une solution. Johan avait déjà accusé à tort 100 personnes innocentes avec ses horribles sculptures, dont il était le créateur maléfique. La nounou a suggéré une vente aux enchères spéciales pour révéler au monde la véritable identité du plus grand artiste. Johan a avoué qu'il appréciait les enchères juste pour voir la panique et le désespoir de ceux qui dépendaient de lui. Tedung l'a appelé pour lui demander de laisser en paix oncle Yang Gong et son fils. Reconnaissant sa faute, Johan a accepté de lui donner une chance de se racheter. Il a forcé Tedung à retourner dans le tunnel pour ouvrir en hâte la cabine téléphonique contenant le couteau carbonisé et la députée Bish. Tedung avait deux options. Prendre le couteau et se rendre, puis retourner en prison, ou écrire la somme d'argent demandée sur un tableau blanc. Peut-être que Johan voulait faire de Tedung un vaurien prêt à écraser les autres pour survivre. En détention, oncle Yang Gong se souvenait avec inquiétude de sa fille, si proche de lui auparavant. Après son emprisonnement injuste pour incendie criminel, sa femme Bi continuait à lui rendre visite régulièrement. Voyant les égratignures sur le visage doux, il comprit qu'elle subissait souvent des moqueries et des brimades à cause de l'incarcération de son père. Inquiet pour l'avenir de sa fille, il lui demanda douloureusement d'arrêter de venir le voir et de l'oublier. Il lui conseilla de ne jamais révéler qu'il était son père. C'est alors qu'elle commença à lui en vouloir. Le jour de sa libération, elle est partie immédiatement pour ne plus vivre avec lui et l'a même obligé à payer le loyer. L'autre jour, il a surpris une conversation entre sa meilleure amie et son père. Elle demandait pourquoi elle le traitait si mal alors qu'il lui avait tant manqué pendant son incarcération. C'est alors que l'oncle comprit que malgré la colère apparente de Yubi envers lui, elle l'aimait toujours profondément. Le lendemain, Yubi souhaita voir l'oncle Yang Sik et ne cessa de lui demander si son père avait été maltraité en détention. L'oncle lui dit qu'elle devait rester loin de lui quoi qu'il arrive et ne pas s'inquiéter. De plus, il lui confia où il cachait son argent. En entendant les instructions de l'oncle Yang Sik qui semblait préparer un long départ, Shen en fut pris d'inquiétude et ne savait comment réagir. Peu après, l'oncle Yang Sik fit des aveux et Shen en vit l'information diffusée à la télévision. Il se précipita chez l'officier Ying pour lui demander de visionner l'enregistrement de l'interrogatoire de son oncle. Officier expérimenté, Ying était convaincu de l'innocence de Yang Sik, affirmant qu'il n'avait plaidé coupable que pour protéger sa famille, nécessitant une enquête plus poussée. Cependant, la requête de Shen en fut ignorée, Ying le considérant comme un gardien de prison incompétent. Dans la nuit, Tedung se rendit au commissariat avec l'arme du crime en main, avouant avoir piégé le député Bish. L'oncle Yang Sik fut stupéfait lorsque Tedung fut arrêté à sa place. À son retour, la fille de Yang Sik, Onbi, bouleversée par les événements, lui en voulait tout en pleurant. Il s'excusa auprès d'elle en lui promettant de ne plus jamais la quitter. Plus tard, Johan, au comble de la rage et intrigué par les motivations de Tedung, se rendit au poste avec Inuk, expulsant tout le monde. Ne trouvant pas de réponse de Tedung, Johan fut envahi par la colère et la honte avant d'apprendre que Tedung avait été condamné à la perpétuité. Avec la loi coréenne ne prévoyant pas la peine de mort, l'importance du crime d'incinération n'était pas amplifiée. Shen en ordonna alors de brûler secrètement certains objets. Le lendemain, il vint chercher Tedung en prison, refusant une demande d'interrogatoire supplémentaire sous prétexte de procédure standard. Durant le trajet, il questionna Tedung sur le contenu de l'armoire, lui expliquant que c'était la clé de la vérité et qu'elle n'avait confiance qu'en lui. Quand le chauffeur s'arrêta pour une pause, Shen en prit le volant et s'échappa vers un endroit isolé pour libérer Tedung. En lui conseillant de continuer à fuir vers une voiture qui l'attendrait, Shen exprimait sa volonté d'aider malgré ses limitations professionnelles. Ayant récupéré des preuves incriminantes laissées par Tedung, Shen en comprit que celle-ci avait été emprisonnée injustement. Plus tard, il surprit une conversation compromettante entre le directeur et Johan qui discutaient des plans néfastes pour Tedung. Ce risque incita Shen à libérer Tedung ce jour-là. Tedung rejoignit rapidement son oncle et d'autres complices attendus dans une voiture à proximité pour prendre la fuite ensemble. Shen retourna seul à la prison et affronta son supérieur avec détermination, menaçant de tout révéler à la commission d'inspection déjà convoquée. Pendant ce temps, Tedung emmena ses proches en sécurité chez sa mère afin de poursuivre leurs enquêtes.
Johan reçut des nouvelles suspectes concernant Tedung présumé déconnecté de son propre fait, pourtant orchestré par Shintohan. Les activités inexpliquées autour des sculptures vendues aux enchères éveillèrent des soupçons chez Tedung et ses proches quant à un vaste blanchiment d'argent et autres crimes dissimulés. Se rendant compte des implications graves et désireux de venger les torts subis, le trio complota contre Johan. Parallèlement, Shintohan préparait minutieusement toutes les preuves nécessaires contre le directeur lorsque l'inspection générale intervint sur les lieux. Contre toute attente, c'est lui qui fut finalement arrêté pour avoir corrompu des détenus, grâce à l'intervention évidente de Johan. Le lendemain, l'exposition de cet artiste mystérieux attira une foule inédite, pleine de visiteurs et d'enchérisseurs. La 100e œuvre de Johan était mise aux enchères pour la somme impressionnante de 6,1 milliards. Le prix s'envola rapidement, passant de 6,4 à 7 milliards, puis atteignant 8 milliards. À ce stade, seule la nounou de Johan et un invité mystère dans un salon privé continuaient à se disputer le lot de manière acharnée. Finalement, c'est l'invité du salon privé qui remporta l'œuvre pour un prix record de 10 milliards. Johan, après la transaction, sans se dévoiler, se rendit directement chez le généreux acquéreur des lieux. Quelle ne fut pas sa surprise de découvrir son vieil ami Bung derrière la porte. Peu après, la police fit irruption dans la chambre et arrêta Johan pour transfert illégal de fonds ou complicité et destruction de preuves. Tedung avait réussi à convaincre Kung de s'allier avec lui pour neutraliser Johan, leur ennemi commun. Malgré son arrestation, Johan demeura serein et demanda simplement à sa nounou de joindre une personne clé. Dès le lendemain, l'homme balafré en prison reçut ses directives. Tedung comprit, entre-temps, que les acquéreurs de la statue détenaient une influence suffisante pour probablement obtenir sa libération par des moyens corrompus. Il leur fallait rapidement réunir toutes les preuves possibles pour incriminer Johan. C'était sa seule et unique occasion. Kyung fournit à la police les preuves des méfaits de Johan, même si cela pouvait entraîner des poursuites contre lui-même. Mais Kyung n'avait désormais qu'une idée en tête, voir Johan payer pour ses actes. Immédiatement après cela, un convoi commença à transporter les sculptures de Johan de l'exposition vers sa demeure. Soudainement, une voiture s'immobilisa au beau milieu de la route près du dernier camion du convoi. Les camarades de Tedung aidèrent à dissimuler la présence de ce véhicule parmi le convoi. Tedung avertit ensuite d'une voie urgente que son père devait se protéger, eux étant probablement les prochains sur la liste de Johan. À 20h, Johan fut conduit au poste de police. Quelques instants plus tard, une bande attaque violemment le commissariat et élimine tous les agents présents. Un sinistre individu se précipita vers Johan, implorant son aide. Johan resta cependant impassible, laissant libre cours à l'homme au visage lacéré pour l'éliminer sur le champ. En quelques minutes à peine, les lieux étaient dévastés et nul agent n'en sortit indemne. L'homme au visage balafré expliqua que tout ce que Johan devait faire était prétendre s'être enfui face à un cambrioleur terrifiant. En retour, il demandait simplement où se trouvait Tedung pour régler un ancien différend. En quittant le commissariat, Johan dépêcha une certaine chinoise pour contrecarrer le père et le fils, tandis qu'il fonçait en direction de l'hôpital avec Q en tête. Parallèlement, Tedung se glissa parmi les livreurs pour pénétrer dans la demeure de Johan. Les événements suivirent exactement les prédictions faites. À son retour chez elle, Biotaï trouva son père effondré dans une mare sombre. La chinoise avait laissé son couteau enfoncé dans le torse du vieil homme. Sans prendre le temps de réfléchir, Biotaï se défendit désespérément face à cet adversaire imposant. Malgré son courage intrépide, il était presque inutile devant quelqu'un habitué à transformer les autres en or pur. Dans un dernier élan d'énergie, Yang Xi implora sa fille de fuir pendant qu'il retenait l'assaillante. Mais elle ne pouvait abandonner son père ainsi et heurta la femme avec sa moto avant de prendre un couteau pour se défendre avec acharnement. Son père toujours inconscient devant elle, la lame glacée contre sa gorge restait un geste aussi imprudent que désespéré. À l'hôpital, Tedung semblait sans espoir, pris dans l'étau de la respiration que Johan contrôlait implacablement. Pendant ce temps, ailleurs, Tedung s'apprêtait à pénétrer dans une pièce secrète lorsqu'il reçut un appel qui le provoqua. Johan l'invita calmement chez lui, convaincu que leur conflit touchait à sa fin. Tedung, piégé par ce stratagème, trouva pourtant le disque dur tant recherché dans le serveur. Mais dès qu'il s'en empara, une alarme stridente retentit et la porte d'acier se verrouilla, le forçant à prendre de grands risques pour échapper à ce piège en utilisant un pistolet à clous pour forcer la sortie. Dehors, Deoxu et ses hommes attendaient déjà. S'engagea alors un combat intense où Tedung neutralisa les ennemis un par un sous un feu nourri de son arme improvisée. Alors que les soldats tombaient, Deosechu apparut pour un ultime affrontement, brandissant une arbalète, prêt au combat. Un duel à mort s'ensuivit, durant lequel Tedung parvint à prendre le dessus. C'est à cet instant que Johan fit son entrée, se servant un verre avec désinvolture. Il révéla alors que les disques durs récupérés n'étaient qu'un leurre et que la vraie preuve résidait dans l'épée qu'il tenait. Tout avait été orchestré à la perfection par Johan, toujours un coup d'avance sur Tedung. Avant que Tedung puisse réagir pour neutraliser Johan, une femme chinoise entra avec un otage. Johan ordonna froidement à Tedung de brûler Deox en échange de sa vie. Mais Tedung refusa d'obtempérer et demanda la libération de l'otage, provoquant le rire moqueur de Johan qui dégaina son épée transformable en or pour attaquer. Dans la confusion, Tedung déjoua ses adversaires et saisit sa chance de retourner la situation. Un combat brutal s'engagea entre lui et Johan jusqu'à ce que Tedung réussisse à désarmer celui-ci. Il frappa Johan sans répit, malgré les provocations et la diffusion sordide d'une vidéo de torture. Furieux, Tedung blessa Johan avant de s'emparer des preuves et de s'éloigner,
décidé à ne pas devenir un monstre en transformant Johan en or. Tedung choisit de laisser Johan vivre pour affronter les conséquences de ses actes. Pourtant, cette nuit-là, un incendie mystérieux ravagea la maison de Johan. Le lendemain, le monde apprit sa disparition dans les flammes, tandis qu'un lanceur d'alerte dévoila ses crimes. L'affaire fut réexaminée en justice et Tedung fut acquitté grâce aux nouvelles preuves. Avec cette décision, il put enfin tourner la page sur son passé tourmenté. En visitant les cendres de sa mère et de son frère, il sentit leur présence bienveillante veiller sur lui. 6 mois s'écoulèrent paisiblement alors que Tedung se préparait à rouvrir son café de plantes chargé de souvenirs. Entouré de proches comme Ubi et ses amis fidèles, il prit un nouveau départ. Même Shin Courant, le directeur de la prison, fit une brève apparition pour offrir une plante en symbolique bénédiction. La journée se conclut sur une note de renouveau alors que tous partageaient un repas simple et riaient ensemble. La tempête était passée, Tedung pouvait enfin envisager une vie tranquille. Il avait beaucoup sacrifié pour retrouver une vie qu'il désirait profondément. Une conclusion apaisante pour ceux qui avaient traversé les sombres abîmes de la souffrance et de la perte. Pourtant, à l'écart, un regard muet semblait le surveiller. À première vue, l'homme pouvait être pris pour un Johan, mais en observant attentivement, sa coiffure différait avec une raie sur le côté, contrastant avec son style habituel. Était-ce une simple coïncidence ou l'annonce d'un nouveau danger? La scène se termine sereinement, mais suscite immédiatement de nombreuses questions. Johan a-t-il vraiment disparu, ou un nouvel adversaire surgit-il discrètement de l'ombre? Peut-être est-ce le début d'un nouveau chapitre. Quelqu'un attend-il la suite? Voilà pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Même si cela peut sembler anodin, un simple « j'aime » enchante véritablement le propriétaire de la chaîne. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner pour soutenir notre chaîne. Si vous souhaitez que je critique d'autres films intéressants, laissez un commentaire ci-dessous. Au revoir et à bientôt, chère communauté d'amateurs de glace.